Salut les amis, j'espère que le son va être bon. Je suis avec OBS, petite revue de presse. Il n'y a quasiment rien de préparé, hein. Donc là, je vais faire ça au feeling, sans texte. J'espère ne pas bafouiller. Bafouiller, on dit? Bafouillir? Non, bafouiller. Baphomer. Qu'est-ce qui vous intrigue sur sur cette page? Il n'y a rien qui vous intrigue? Là, par exemple. Bientôt, un intercepteur de missiles hypersoniques. Et tu le vois le titre. Sur LCI. Il y a 37 minutes. On est de 14, il est 17 heures. Ben, moi, je croyais que l'Ukraine arrêtait les missiles Kinjal, là. C'est-à-dire que LCI, à plusieurs reprises, a déclaré que, puis a repris les déclarations ubuesques et lénifiantes de Zelensky, comme quoi ils arrêtent des Kinjal, alors qu'ils ne sont même pas capables d'arrêter des missiles de croisière classiques, subsoniques ou supersoniques. Bon, ils arrêtent des missiles de croisière subsoniques de temps en temps, mais ils n'ont même pas l'appareillage pour ça. Donc LCI, tu as désinformé, et puis maintenant tu rebascules en te disant que les gens ils ont une mémoire de poisson rouge, ils ne se rappellent pas de ça. Vous êtes des médias, vous êtes censés nous donner de l'information, vous êtes censés avoir des procédures qui permettent au moins d'assurer une certaine exactitude de cette information. Hein, c'est le serment, c'est votre serment de journaliste. Vous êtes censé aussi ne rouler pour personne. Ou en tout cas essayer le moins possible de rouler. Vous êtes censé prévenir les gens, leur donner le réel, afin qu'ils puissent se faire une idée, décider, et ensuite, de par leur vote, décider de eux ce qu'ils vont faire par rapport à ce réel. C'est ça, hein, les conditions initiales. Non, mais il faut les rappeler en 2023, la base, elle est là. D'accord. Donc pourquoi systématiquement vous nous avez raconté des trucs qui s'avèrent non pas qui ne se sont pas produits, mais qui s'avèrent totalement faux, totalement l'inverse de la réalité. Encore une fois, on a une preuve que vous mentez. Je veux dire, les faits sont là, il suffit de juger, condamner, hein. Les faits, ils sont là. Le mec qui te dit non, mais si, mais... bientôt un intercepteur de missiles hypersoniques. Je rappelle que les missiles hypersoniques ne sont pas... sont inarrêtables pour l'instant. Tu peux tirer tous les patriotes que tu veux, c'est pas possible de les arrêter. Parce que ça supposerait notamment une plus grosse puissance de calcul. Le missile hypersonique, il va très vite et il manœuvre. C'est à la fois un missile balistique dans sa redescente, hein, là c'est du point de vue vitesse, parce qu'il va à Mach 5, et un missile balistique dans sa phase de redescente, ça peut être du Mach 20, bah voilà. Les hypersoniques sont au-dessus de Mach 5, peuvent aller à Mach 10, certains peuvent aller à Mach 20. Donc il a cette caractéristique du missile balistique difficilement interceptable, et il a aussi la caractéristique du missile de croisière qui est de manœuvrer. De temps en temps, même ce missile va ralentir pour pouvoir pour plus avoir de plasma. Il va redescendre à moins de 5000. On va lui donner des informations et boum, c'est reparti. Ces missiles sont destinés à remplacer les missiles nucléaires tirés sur des porte-avions et des groupes aéronavals. Pardon. Donc toi, tu nous dis que bientôt il y aura un intercepteur de missiles hypersoniques, et il y a quelques temps, tu nous disais, voilà, il y a quelques temps, tu nous disais que les Russes se battaient avec des pelles, et aujourd'hui, tu nous dis que les Russes avancent et que les Ukrainiens n'ont plus de matos. À un moment donné, j'ai envie de te dire, quand est-ce qu'on te croit? Le pire, c'est que c'est pas, nous n'avons pas affaire à un menteur, nous avons affaire à des gens qui mentent et qui remontent de l'autre côté. Tu sais, ils te font du moins un, des girouettes. Voilà. Donc ça, c'est ça ce que je retiens. Après, bon, on regarde les commentaires. Souvent sont rigolos, mais moi j'aime bien regarder le CI, ça me détend. Alors ensuite, on va aller... problème sur réseau international, c'est... tu fais ce que tu veux, c'est as le droit d'apprécier, hein. Mais c'est vraiment... pourquoi je viens? Parce que bah, faut voir ce que font les gens. Et puis de temps en temps, moi je cherche une info dans un article ou dans un commentaire. Voilà pourquoi je viens. Mais le problème, c'est que c'est que des articles de propagande, il n'y a aucune prospective. Réseau international, c'est le LCI inverse, j'ai l'impression. Voilà. Donc après, tu peux aimer, hein, je veux dire, encore une fois, moi je t'imposerai, hein, je te donne mon avis. On est sur ER maintenant, la CDAO. Ben, le président du Tchad a dit vous venez pas chez moi pour faire la guerre. Le président du Togo a dit il est hors de question que vous passiez par chez moi pour faire la guerre. Les Russes ont dit si vous faites la guerre, il va y avoir une grosse déstabilisation. Sous-entendu, on intervient. Les Algériens ont dit ben, nous, on interviendra officiellement avec notre armée. Les Burkinabés et les Maliens, je pense qu'ils sont sur la même longueur d'onde. La CDAO, de plus en plus, on s'aperçoit que c'est... Alors, il faut qu'on m'explique, encore une fois, hein, vous allez comprendre pourquoi on revient sur ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus aucun crédit? Nous avons des chefs d'État.
et des équipes de branquignoles qui te disent tout et l'inverse alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. Macron, il y a encore un an, parlait de- d'un- avait un discours anticolonialiste et aujourd'hui, Macron, par le biais de trois pantins, veut intervenir au Niger pour les châtier. Le président en même temps. Tu comprends pourquoi tout le monde se fout de notre gueule dans la vraie vie? C'est parce qu'on a des girouettes. Le mec, tu l'as vu, hein, Macron. Il te dit un truc, il fait l'inverse. Il fait l'inverse, il te dit le truc. Et des fois même, tu sais même plus s'il dit ou s'il fait. Catherine Colonna, tu n'as aucune légitimité, ferme ta gueule. C'est toi qui décides de qui est légitime ou pas, ou c'est le peuple du Niger? C'est le peuple du Niger qui décide. Voilà, le peuple du Niger semble s'accommoder de la situation. Voilà. Et c'est encore une fois le délire, le bug de Babylone, c'est l'arrogance et ça n'arrive même pas à comprendre pourquoi le reste du monde en a ras le queue. Pourquoi tu interviens? Je le dis encore une fois, c'est pas les USA qui commanditent cette guerre, ça les arrange pas. Non, c'est une crise de nerfs de Macron qui veut mettre le Sahel à feu et à sang parce qu'il se fait virer de partout, parce qu'il était incapable de bloquer l'avancée russe. Et parce qu'il a surtout montré que le mec, personne n'en veut de ce type. Personne ne veut. Depuis Sarkozy, parce qu'ils ont compris. Voilà. Ou même s'ils veulent discuter avec l'OTAN, ils discutent directement avec les USA, ces pays. Ils n'ont plus besoin de contremaîtres là, qui leur crient dessus alors qu'il n'a plus aucun pouvoir. Et moi, j'espère qu'il n'y aura pas d'intervention, parce que ça fera des morts. Maintenant, s'il y en a une, j'espère que le Niger fera ce qu'il y a à faire. Et je pense que le Niger fera ce qu'il y a à faire. Mais ça m'étonnerait qu'ils interviennent, parce que, voilà, le Nigeria qui veut aller bouffer du terrain, mais ils vont se faire bouffer, le Nigeria. Hein, ça va être un petit peu comme à une époque l'armée éthiopienne et l'armée kenyane en Somalie. Bon, voilà, ils y sont allés et ils ont compris que. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ER, par exemple, qui est largement plus sérieux que le réseau international? Bah déjà, ils écrivent leurs propres articles, et puis quand ils reprennent, il y a une analyse derrière, il y a une valeur ajoutée, et puis on est plus proche de la pertinence que. Alors, bon, Xavier Moreau, l'échec critique de l'Occident. Ça fait longtemps que j'écoute plus Xavier Moreau, en fait, parce que ça fait longtemps qu'en fait les éléments qu'il me donne sont soit périmés, soit faux. Le problème quand on analyse, comme le fait Xavier Moreau, c'est qu'on ne peut pas avoir raison à 100%, donc je ne doute pas de son sérieux, mais je ne l'utilise plus comme source parce que, et encore une fois, je l'excuse, dans la mesure où sa femme est russe, il est en Russie, il est pour un camp, donc des fois il a tendance, mais il reste honnête, hein, et des fois il a tendance un peu à prendre ses désirs pour des réalités, et encore une fois les amis, regardez, c'est simple, quoi qu'on vous dise, alors vous choisissez la carte que vous voulez, hein, et là je prends volontairement la carte de l'Ukrainien Andrew Perpetua, puisqu'il ne met pas tout hein, quand c'est les Russes, mais vous avez, alors attends, contrôle, ouais, ah, ça roule. La réalité, elle est simple. Quoi qu'on te dise, c'est le terrain, c'est le réel qui compte. Si je vais te dire, il y a Dracula qui est en train de se battre avec Goldorak et Casimir essaye de les séparer en bas de ma rue. Tu vas me dire, ouais, d'accord, je te crois. Tu peux me montrer? Je veux voir la réalité. C'est la base. Voilà. La base, elle est là. Hein. Ça grignote et ça perd beaucoup d'hommes, donc ça va pas aller très loin. Et puis à un moment donné, de toute façon, les Russes vont les faire refluer de ce côté-là. Mais bon, ça tape dur. Hein. Et côté russe, ça avance, ça grignote. Le but, c'est d'arriver à Kupiansk, mais c'est loin d'être arrivé. Il n'y a pas d'écroulement. Voilà, c'est ça la réalité. Et tu complètes avec ça. Parce que si on te dit ça chauffe quelque part, ok, ça chauffe quelque part. Alors je veux voir des grappes de bleu et de rouge. C'est là où ça chauffe. C'est là où on voit. Voilà. C'est là où on voit où ça chauffe. Là, tu vois bien que, bon, voilà, ça bloque sur le pont Antonevski et pas plus. Quoi. Et ça ne cherche pas à avancer ici, de toute façon. Je rappelle qu'ils étaient en bleu par là, ben ils sont plus en bleu, les Ukrainiens. Ils se sont fait dégager de la zone. Tu te rappelles, il y a 2 jours, je crois, je te disais ça, ou hier. Les Ukrainiens étaient en bleu sur cette zone, ils y sont plus. Hein. C'est fini le bleu. Parce que quand tu te mets là, tu te fais bombarder. Ben, je vais essayer de te montrer un peu ce qu'il y a là. Il n'y a rien, c'est plat et 3-4 forêts. Donc c'est simple, dès que tu es repéré dans les forêts, ils bombardent la forêt. Et ils bombardent ça au thermobarique, avec des TOS 1. C'est des lance-roquettes thermobariques. Donc tu peux même te cacher dans une grotte ou sous une tranchée, tu te fais déchiqueter. Voilà pourquoi envoyer des troupes ici, alors que les Russes cherchent même pas à s'installer. Hein. Les Russes, ils s'installent là, hein, c'est tout.
Hop, 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 attends. Ils s'installent où c'est viable. Là, pourquoi? Pour prendre cet axe. Pour prendre cet endroit qui leur servira ensuite de point d'appui, ici plus là, pour passer de l'autre côté si à un moment donné ils envisagent. Et là, par contre, donc c'est plus en bleu. Mais à un moment donné, les Ukrainiens s'étaient installés juste aux limites, c'était pas con. C'était pas con. Mais le problème, c'est comme l'île au serpent. Le souci, il est que tu t'installes là, tu te fais tirer dessus. En orange, vous avez les différentes fortifications et lignes. Les premières lignes russes sur le front sud. Hein. Là, il y a peu de troupes quand même. Hein. Mais c'est les Tchétchènes, là. Voilà, c'est les Tchétchènes. Alors, deux, c'est un bataillon. Donc, il sera entre 6 et 900, tout dépend du bataillon. Je pense qu'ils sont plus proches des 900 que des 600. Parce qu'en temps de guerre, en général, tes bataillons, tes régiments, tu les doubles. Akhmat, encore une fois, donc voilà, c'est les troupes de Kadyrov. Et lui, il t'en met deux, ça bloque tout. Hein. Non, non, parce que c'est des bons combattants. Ah, les gens qui les ont traités de TikTokers n'ont rien compris. Hein. C'est des grands enfants, ils aiment. Voilà les premières lignes russes, elles sont là. Donc là, par exemple, tu vois, Robotny, ils sont en train de souffrir, les Russes. Hein. Ils s'accrochent. Hein. Voilà. Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué pour eux. Mais les premières lignes, elles sont là. Soloka, Balka. Hein. Je parle d'un réseau quand on parle de première ligne. Là, c'est des trucs pour bloquer, c'est des trucs pour se réfugier. Tu sais ce que c'est ça? C'est quand tu recules, tu vas te cacher derrière ces lignes pour défendre. Et à l'intérieur de ces lignes, il y a déjà des hommes qui vont tirer pendant que toi, à la limite, tu vas te réfugier derrière la grande ligne. Voilà. Ça s'appelle une défense en profondeur. Les Russes sont les spécialistes de la défense en profondeur. Ils aspirent tes forces. Ouais, ils perdent du terrain. Ils aspirent tes forces. Ils les émincent. Hein. Ils les frappent. Et pendant ce temps, ils organisent une deuxième, troisième, quatrième défense, ce qui fait que quand à un moment donné, tu vas, même si tu pénètres, tu vas pénétrer avec très peu d'hommes et après il y a une contre-attaque. La seule chose qu'on constate quand même dans cette tactique qui est bien, hein, c'est que les Russes ont des problèmes pour récupérer les bouts de terrain perdus dans leur contre-attaque. Voilà. Mais ce front sud, ils sont en veille. C'est pas l'intérêt des Russes d'avancer. Par contre, ce serait bien qu'ils puissent récupérer sur le plan psychologique, qu'ils puissent récupérer certains territoires et certains villages, parce que ça ferait mal psychologiquement aux Ukrainiens. Voilà. Là, c'est pareil, tu vois, les lignes russes, elles sont loin. Hein. Voilà, Bakhmout, il y a même eu. Alors, Bakhmout, regarde. Hein. Donc là, on est au nord. Non, mais la guerre, elle sera gagnée le jour où Advika tombera, parce qu'Advika, voilà, Bakhmout, bon, bah voilà, hein, ça tient. Donc voilà. Google Actu, hein, qu'on rigole un peu. Allez, on va aller faire un peu là. Ouais, il fait 30. On le sent même pas. C'est l'été le plus frais que j'ai connu, et le meilleur été d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le régime militaire se dit ouvert à la voie diplomatique. Il annonce vouloir poursuivre le. Ouais, bien joué. Ouais, oui, il faut maintenir le dialogue. On discute, on est là, on veut une transition, on va installer. Alors, je vais pas laisser la vidéo parce que j'ai pas envie de prendre le travail des autres. Mais hein, vous irez voir sur Euronews. Mais c'est bien, voilà. Tu discutes, tu gagnes du temps, tu structures ton armée, tu te prépares, tu solidifies tes lignes, tu vois tes alliés, tu continues à discuter. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est excellent, c'est des bons tacticiens, voilà. Euh, mais le titre est présenté de manière à faire croire que le régime militaire a peur et recule. C'est pas vrai. Sinon, il ne poursuivrait pas le président Barzoum. Il a un drôle de nom. Barzoumka. Bazoum, pardon. Attends, il est président dans American Dad, lui, hein, ou chez les Griffins. Président Bazoum, pour eux, voilà. Je rappelle que les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes, c'est pour la population. Hein. C'est eux qui vont subir. Bravo la CDAO. Enfin, la CDAO, trois types, quatre types. Hein. Il y a le président de la Guinée-Bissau. Quatre types qui veulent foutre. Enfin bon. En même temps, maintenant, ils ont été identifiés, même par leur peuple. Voilà, donc, ouais, le gars, il est en prison chez lui, il bouffe, il est bien, il est avec sa femme, il a un médecin qui le voit, il a accès à tout, il est juste assigné à résidence. C'est ça les conditions inhumaines? Hein. Il reçoit la visite d'un médecin, je veux dire, voilà, non, il est juste accusé de haute trahison.
Donc laissons faire. Bref. Putain, les titres... c'est pas un titre mensonger, mais c'est fait pour que tu penses que les gars reculent, alors que ceux qui reculent, c'est la CEDEAO. Ils sont en train de comprendre que... Je me demande même si les quatre pantins de la CEDEAO, ils sont pas en train de jouer un double jeu, à savoir qu'eux-mêmes veulent pas y aller parce qu'ils ont compris que c'était la merde, mais ils font semblant devant Macron de faire des trucs, et en fait, ils vont pas y aller du tout. C'est une hypothèse aussi. Hein, ils font semblant d'y aller, puis au dernier moment, ils vont trouver la justification. Mon Parlement n'a pas voulu, mon opposition, ma population, j'ai plus d'essence, je peux pas, demain j'ai piscine. Ils vont trouver un truc. C'est une voie aussi. Parce que ces types, je pense que s'ils interviennent au Niger, ils risquent leur peau. Alors, le général disait que s'ils intervenaient pas, ils risquaient de tomber, c'est vrai. Et s'ils interviennent, ils risquent de tomber. Alors là, ça s'appelle un bâton merdeux, ça s'appelle parler debout. Quand on en arrive là, c'est que tu as mal joué avant. Enfin, Zuxwang, quel que soit le coup que tu joues, de toute façon, tu es perdant à moyen terme, voire à court terme. Ah, surtout que la Guinée est facile à déstabiliser. La Guinée-Bissau, elle est très facile à déstabiliser. Il ne faut pas confondre avec la Guinée. Il y a trois Guinées. Guinée équatoriale et Guinée-Bissau. Euh, Boulevard Voltaire, putain. Un nouvel affront à la France. Non, un nouvel affront à Macron. Je veux dire, français moyen, là, il est à la plage, où il est au boulot, il n'a rien demandé. Français moyen, il s'en fout du Niger. Lui, il n'a pas envie de se prendre la tête. Donc ne le mettez pas dans l'affaire, hein, il n'a rien demandé. Non, c'est vrai. Hein, on ne peut pas dire les Français sont passifs, ils n'arrivent pas à reprendre leurs droits en France, et ensuite dire les Français c'est de leur faute. Non, et s'ils sont passifs, c'est pas de leur faute. Voilà, donc les gars, ici, c'est compliqué aussi. Ici, il y a eu un coup d'État il y a quelques années, puis il y a eu un autre coup d'État avec Sarkozy qui a été imposé, puis il y a eu un coup d'État avec Macron qui a été imposé. On se demande comment. Le mec le plus détesté de France, mais il est toujours là. Le pays est à feu et à sang est divisé. Depuis qu'il y a Sarkozy, le pays est divisé de toute façon. C'est à ça que tu reconnais les diables. Ils évoquent des vrais problèmes, mais ils cherchent des boucs émissaires et ils divisent pour que les gens se montent les uns contre les autres au lieu de chercher des solutions. Hein, parce qu'on veut tous des solutions. Donc, qu'est-ce que nous dit le boulevard Voltaire? On pourrait croire blablabla. Écoutez, moi je vous invite à aller lire ce qu'ils disent, hein, parce que d'ailleurs je vais peut-être le mettre. J'allais pas souvent sur ce. Je vais aller un peu explorer ce que dit Boulevard Voltaire, me faire une idée. Je crois que c'est très à droite, c'est ça, un truc comme ça. Hein. Mais bon, ça peut être intéressant. Malheureusement, en France, c'est les quelques médias et les quelques penseurs dits à droite, 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 c'est les seuls qui sont peut-être un peu pertinents dans leurs analyses. C'est ça, hein. Non, mais je remarque aussi, hein, à gauche, les mecs, ils sont en train de planer un mélange d'arrogance, de vision faussée de la réalité, de vision semi-coloniale, parce que les vrais coloniaux, c'est eux, c'est les gauchistes, hein, qui prétendent représenter la terre entière et subvenir aux besoins du pauvre Africain qui peut rien faire sans eux, alors qu'eux, ils sont rien dans la société, les mecs qui fument des roulés comme moi. Et l'autre, il se prend pour Che Guevara. Alors, pourquoi la France fut moins attractive en juillet? Peut-être la France émeutière, effectivement. Peut-être l'image donnée d'un président fantoche et puis d'un pays qui apparemment voilà, quoi, se déchire. Avec des gens qui vivent côte à côte. Je cherche pas forcément responsable, hein, c'est le système qui a fait ça et les gens ont suivi. Hein. Mais divisé, encore une fois, on peut rien faire. Divisé, on perd. Unis sur certains points avec des combats communs, on gagne, tous. Voilà, c'est simple. Ça ne veut pas dire qu'on va épouser les thèses des autres, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur Boulevard Victor, j'allais l'appeler. Aurore Berger. Putain. Elle, à l'école, ça devait être la Fayotte devant avec ses lunettes. Monsieur, monsieur, moi. Qui met des cœurs sur les points. Qui... Alors, Radegonde, Sainte et Reine de France. Ouais, non, c'est bon. Ségolène Royal en tournée. Hop, Darmanin. Le mec, il n'arrive même pas à dissoudre une association et puis il veut faire régner la sécurité en France. Et Juliette Armanet, pourquoi tant de dégoût pour les lacs du Connemara? Alors, Juliette Armanet a découvert que Michel Sardou était de droite, que Michel Sardou, qui vient d'une famille aisée, s'est toujours inscrit dans la tradition de la chanson populaire.
qu'il a eu beaucoup de succès, en tout cas il a un public. Ah, je te dis ça, je peux pas me blairer Michel Sardou, et je vais être honnête avec toi, les mecs qui écoutent Michel Sardou, pour moi, c'est quand même très beauf, quoi. Et puis j'aime pas trop le type, je ne l'aime pas. Je l'aime pas, j'aime pas, parce que ça me rappelle une enfance où c'est moi qui me faisais insulter. Hein, parce que je connais un peu, enfin certaines personnes, bref. Mais il n'empêche que Juliette Armanet donc découvre que le type il est de droite, qu'il chante des chansons, qu'il a fait des succès. Ben voilà. Donc moi j'ai envie de dire, Juliette Armanet, t'es une gauchiste, mais vous passez votre temps à parler sur les autres et à critiquer les autres, en leur imposant votre échelle de valeur stupide et sectaire. Michel Sardou, il a le droit de vivre et de chanter. Et c'est dit d'un type qui. Je peux pas me le blairer, le mec. Hein. C'est vraiment le symbole, c'est le repoussoir. Tu vois, Dracula, tu lui mets une croix, tu lui mets de l'ail. Moi, tu mets une photo de Michel Sardou, je m'en fiche, je vais au bled. mais encore une fois, il chante, il a son public, il fait ce qu'il veut. Donc, quel est l'intérêt de, encore quelqu'un qui s'aime pas et qui se voit autrement. Parce qu'elle aime pas, parce qu'en fait, ça fait rassembler plein de gens, plein de prolos qui chantent à moitié bourrés. C'est vrai que bon, des fois c'est pathétique, mais qui n'a pas été pathétique à chanter sur du Patrick Sébastien, hein. Le premier qui n'a pas été pathétique, enfin, ce genre de pathétisme, me jette la pierre. Donc Juliette Armanet, putain, les gauchistes, vous êtes les plus intolérants. Lâche-leur la grappe, laisse-le chanter, laisse-le faire ce qu'il fait, laisse son public faire, laisse-les se bourrer la gueule, bouffer des merguez avec des anisettes. S'ils sont contents comme ça, les gens, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Et même là, en le disant comme ça, tu vois, je semble les juger. Mais en fait, non. Je suis juste en train de montrer que moi aussi, j'ai plein de clichés derrière tout ça, et que je sais que c'est des clichés. Là, ce que je te dis, je t'ai présenté un petit peu le public de Michel Sardou d'une manière négative, parce que là, c'est mes clichés, en l'espace de quelques secondes, qui ont repris la main. Je devrais juste dire que les gens ont le droit d'écouter qui ils veulent, que Michel Sardou, bon, ça reste quand même un chanteur français important, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'il a un public, qu'il a fait des belles chansons, il n'y a, pas, y a, pas, y a pas de souci. Que certaines peuvent saouler, mais peut-être qu'elles te saoulent parce que dans toutes les soirées, ils te la mettent 20 fois. C'est peut-être pas de sa faute. C'est comme Axel Bauer ou ces gens, tu crois qu'ils ont fait qu'une chanson, alors qu'en fait, ils en ont fait plein, mais systématiquement. Tu vois, Lisa Minnelli, elle a toute une carrière de chanteuse, et la seule chanson qu'ils te mettent à la télé, c'est New York, New York. Tu sais, tu crois qu'elle a fait qu'une chanson. Donc à un moment donné, il faut peut-être pas mélanger. Et le public de Michel Sardou, il fait ce qu'il veut. Et s'il a envie, voilà, de bouffer des merguez et de se lâcher un petit peu, parce que quand on fait la fête, des fois on est un peu beauf, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà. On se demande qui, finalement, la tolérance, c'est pas une valeur de ces. Enfin, de gauche. En quoi elle est de gauche? Ah, je ne me suis pas contenté de cet article. Hier, j'écoutais une vidéo qui traitait de Juliette Armanet. Alors, en quoi tu es de gauche, Juliette Armanet? Les gens qui vivent entre eux, qui sont hyper sectaires, qui croient que parce qu'ils pensent à un truc, le truc va se réaliser, qui passent leur temps à parler. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais concrètement Tu es de gauche, d'accord. Moi, je suis pas de gauche, j'en ai rien à foutre du peuple. Ils peuvent tous cramer, j'en ai rien à foutre. Voilà. Mais tu vois, je le dis, je suis un salaud, d'accord. Mais peut-être un salaud franc. Mais toi, quand je dis ça, je suis au deuxième degré, les gars, calmez-vous. Je n'ai pas envie de vous cramer non plus. Il faut laisser un peu de gens. Non, mais enfin, on s'est compris. Moi, la foule, je m'en méfie. Le peuple, lorsqu'il se transforme en foule, passionné, je m'en méfie. Hein. Il y a une histoire. Tous les peuples, hein, pas spécialement en France, on est d'accord. Mais toi, Juliette, donc moi, voilà, je viens pas avec des belles valeurs, des machins, je suis un facho, moi. Je suis un gros fasciste. Moi, je mettrais des militaires dans les rues, je mettrais de l'ordre, des coups de massue, des trucs comme ça. Voilà, je suis un salaud, je suis méchant, je suis un beauf, je suis ce qu'on veut. Ok, mais je m'assume. Parce qu'à un moment donné, il y a le principe du réel. Et quand les gens ne sont pas assez éduqués, ils ne connaissent que le rapport de force, tu leur imposes le rapport de force. C'est comme ça. Hein, voilà. Donc. Mais toi, tu es de gauche, pourquoi? Tu t'es autoproclamé de gauche. Je suis un Jean bien. C'est ça, hein? Une Jean. Une Jans. Je sais plus comment on dit. Tu fais quoi? Si, tu vas aller chanter au Resto du Cœur, là. C'est ça. C'est ça, hypocrite. Tous ces gens-là que j'ai vus, parce que je viens d'une ville comme ça, c'est les pires sectaires, c'est les pires xénophobes, c'est les pires tout. Ils servent à rien. Souvent, c'est des bons à rien. Ils vivent classe moyenne ou petits bourgeois, ils vivent sur ce que leur donne papa. Je les ai vus à la fac, quand toi tu travailles, l'appart, c'est papa qui le paye. Ils viennent afficher des valeurs de gauche, mais en fait, leurs valeurs de gauche, c'est venir affirmer une pseudo-supériorité sur des gens venus du tiers-monde en faisant semblant de les aider, mais en fait, en se donnant l'impression d'être important dans une société où ils sont rien.
Parce qu'ils servent à rien. Le prolétaire sert à quelque chose. Le fumeur de roulis qui joue de la guitare sur la place, là, à la plaine, cours Julien, il sert à rien. Alors il fait ce qu'il veut. Qu'il ne vienne pas dire je suis de gauche comme s'il était essentiel. Elle a fait avancer quoi cette fille? Tu vas me dire elle est chanteuse. Ouais mais bon, ça me saoule moi les gens, chanteurs maintenant qui se mettent... On est dans un pays, tu te rends compte, qui est devenu un asile où tout le monde est névrosé et où tout le monde a 15 ans. Tout le monde vient afficher ses postures et vient crier à l'autre dans la place. C'est ça ce qui se passe. T'es chanteuse? Pourquoi tu mets de la politique? C'est sectaire ça. Je suis chanteuse de gauche, c'est-à-dire que les gens de droite, ils peuvent pas t'apprécier. C'est ça aussi, il suffit juste de regarder ce qu'ils font. Ce sont des sectaires. Je suis de gauche. C'est comme ceux qui défendent les minorités. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils sont en train justement de sortir le type de la population en affirmant systématiquement une différence et en demandant l'égalité. Pourquoi tu veux que je te différencie? T'as deux bras, t'as deux jambes, t'as deux yeux. Non, j'ai pas. Voilà, il est là le sectarisme. Encore une fausse chanteuse, allez, elle dégage. Allez, ça dégage, hein, comme dirait l'autre. Voilà, je vais. Hop, hop, hop. Bon, la CD cacao, la CD Alol, hein, référence à ma vidéo que j'ai posée cette nuit. J'aurais dû peut-être la poser avant, mais en fait j'étais en train de la faire au moment du live, enfin au moment où j'ai démarré le live. La visite à Niamey de chefs religieux suscite l'espoir d'une issue négociée. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Même Thierry Mariani est contre. Par contre, il dit que c'est les USA, moi je pense que c'est Macron. Washington joue sa propre partition. Ce sera intéressant de voir. Moi je pense que c'est Macron qui pousse. Et que les USA ne savent pas trop, laissent faire, mais ça ne les intéresse pas. Le PDG qui dit au directeur, vous sentez le coup? Ouais, ouais, il faut y aller et tout. Bon, bah je vous laisse, mais hein, faites attention. Bon, le Niger, ok. Ah, il va falloir trouver un autre agrégateur de titres d'actualité, parce que celui-là... bon, allez, on va revenir à la France. Donc je pense qu'on va nous présenter le cocktail catastrophe naturelle, climat, agression bizarroïde. Un mec qui attaque une vieille avec un balai, un mec qui a mangé des bébés. Voilà, donc on a les incendies déjà. Hein. L'incendie arrive. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est vers chez moi, les rives, c'est vers Grenoble, c'est en Isère. Un sauvetage grâce à l'échelle. Le Dauphiné, ouais, c'est une gazette, quoi. Le Dauphiné, putain. Ok, il n'y a rien à gratter, quoi. Ah, qu'est-ce que je te dise? Je peux même pas faire de l'humour, il y a des morts, je crois. Ou il y a peut-être des morts, je sais pas. Mort du principal d'un collège. L'autopsie. T'as l'impression que c'est le journal du village, sérieux. Ou de la ville d'à côté, mais uniquement ton village et la ville d'à côté. Stéphane Vittel, un hommage prévu devant le collège. Pff, les orages. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Hop, les orages. Le pronostic vital de la femme victime de viol à Cherbourg est toujours engagé. Ah, bah, faut se méfier à Cherbourg, oui, de toute façon, c'est... Ah, bah ouais. Non, mais on peut lier ça au Niger, hein, parce que ça provoquera encore plus d'arrivées de gens, et parmi ces gens, il y aura des tarés, il y aura des timbrés. Et il suffit d'un timbré sur 1000 personnes pour que ce soit plus la fête au village. Sainte-Colline, nouvelle mobilisation contre les méga-bassines, ouais. Le RER B fermé à cause du Charles de Gaulle Express. Waouh, c'est passionnant. Une violente interpellation filmée à Bagneux. Voilà. Enquête. Bon, apparemment, il aurait tiré dessus parce qu'il n'aurait pas obtempéré ou je sais pas quoi. Ah, tiens, on va se la faire la vidéo. On regarde. Hein. Ah, ça nous change de Starsky Hutch. Alors, il n'y a pas de vidéo. Si, si, il y a quand même une vidéo, non? Une vidéo. X. À chaque fois que je vais sur Twitter, je flippe, t'imagines? X. Alors. Non, non, mais on veut voir, nous, on veut tout voir. Ouais, ah, ouais, carrément. Attends. Attends. Ah, moi, je veux tout, là. Alors,
on a, donc c'est la voiture des Schmitt, putain, un break, hein, pour mettre les mecs dans le coffre. Ensuite, on a, voilà, ok. Bah, moi, ce que je vois, c'est deux types qui raccompagnent un troisième en voiture, qui, en le voyant s'affaisser devant chez lui, se sont dit, il a dû trop boire, on va essayer de le raccompagner. Donc, ils descendent. Ah, je vois beaucoup de diligence quand même de la part de ces gens. Et puis, plaquage. Non, ils veulent le ramener chez lui, sain et sauf, c'est tout. C'est toujours pourri ces images. Non, mais soyons sérieux. C'est toujours pourri ces images. Tu sais pas qui est le type, ce qu'il vient de faire, ce qui s'est passé avant. Voilà, ça veut rien dire une image comme ça. Alors ça choque ceux qui n'ont pas l'habitude. Moi, je vois une interpellation par des gens de la BAC sur un type. J'en vois tous les jours comme ça. Et c'est tout. Je vois rien de choquant. De toute façon, je rappelle que la BAC, leur boulot, c'est ça. Ils interpellent des gens dangereux, ils sont toujours dans le stress, ils sont toujours dans l'action. Donc ils sont violents. J'ai pas dit c'est bien, c'est pas bien. Ces brigades anticriminalité, ils sont violents. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que le type les a fait. Peut-être que le type il est parti en rodéo pendant, je sais pas, 50 minutes et qu'ils sont à bout de nerfs. Peut-être que le type il vient d'agresser un autre type. Peut-être qu'il a mis un coup. On ne sait pas. Donc là, ce qu'on voit là, c'est exactement ce que nous présente LCI. Mais le mec, voilà, le mec te met une vie. Je suis désolé, hein, ça va conforter. Parlons intelligemment, quel que soit ce que tu penses de la BAC ou du type qui se fait interpeller. Peut-être aussi que c'est une bavure, hein. Peut-être que le gars, il a rien fait, il s'est juste enfui parce que il n'avait pas ses papiers ou il voulait pas se faire humilier parce que la police en France te parle mal systématiquement. Hein, c'est le prétexte pour que tu t'énerves et qu'ensuite il te coffre. Peut-être qu'il y a ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est mettre 9 secondes d'une histoire. Hein, tu te rappelles, il faut la replacer dans son contexte pour juger. Ensuite, bon, ben, voilà, c'est une interpellation brutale. Voilà. Mais je dis pas qu'ils ont raison ou tort, je sais pas ce qui se passe. Mais ça, ce que fait ce type, il fait exactement ce que fait le système, ce que fait LCI, ce que fait ces gens. Ils vont te montrer ce qu'ils ont envie de te montrer. Ils prennent l'histoire là où ils ont envie de. Voilà, ils la prennent à la fin. Tu marches avec ta copine, tu te fais insulter pendant 10 minutes, au bout d'un moment tu pètes les plombs, tu mets une droite. Le mec, il monte juste quand tu mets la droite. Les 9 dernières secondes. Et là, ça va conforter. Ceux qui sont pour la police partout, ben, ça va les conforter. Ceux qui sont contre la police et qui estiment que la police française souvent est dans l'illégalité, ça va les conforter. Ça n'apporte aucun débat, ça n'apporte rien. C'est typiquement une information dont on a extrait toute la valeur informative. Il n'y a rien là. Il y a un fait pour te faire réagir à l'émotionnel. Quel que soit ce que tu penses. Rappelle-toi que l'intérêt pour toi, c'est d'avoir ton intelligence. Pour pas te faire avoir. Donc voilà pourquoi 9 minutes. Voilà. Alors, on poursuit. Il n'a jamais été en deux roues. C'est un refus d'obtempérer en voiture. Il est descendu à couru. Puis quand il a été sur le trottoir, il lui a foncé dessus. Euh, il n'est même pas hospitalisé en HP. Ils ont voulu faire ça, mais l'hôpital n'a pas donné. Ouais, donc voilà, tu vois, on a des. Bon, lui, il donne des faits un peu. Mais on a le type là. Bon, apparemment, lui, il est plutôt pour la police. Donc, il ne cherche pas à comprendre. Ouais, on binarise les gens pour ou contre et ça fait du clic. Je regrette si le mec, si l'histoire que décrit Bézélez, la 92, elle est réelle, c'est-à-dire si les policiers sur le terrain, beaucoup mentent hein, quand ils interpellent, après ils t'inventent des trucs. Hein. Il y a un type, ils lui ont tiré dessus, ils l'ont buté, parce qu'il gueulait dans un commissariat, ils lui ont mis une machette, un Tunisien, ils ont dit que c'était un djihadiste, tout le monde a dit c'est pas vrai, vous avez mis la machette. À Marseille, ils viennent de tuer un type là, qui était en train de travailler, juste par défoulement, parce que voilà, ils ont tiré sur le premier venu. C'est pas pour rien que des mecs du raid ont été interpellés à Marseille. Dans une foule de gens, il y avait des émeutiers, il y avait plein de gens, ils y tiraient au hasard. Voilà. Il y a des gens qui sont sortis, qui avaient leur téléphone, il y avait des touristes, il y avait tout. Bizarrement, ils ont ciblé des gens. Donc, si c'est si c'est pas un deux roues, si c'est juste un refus d'obtempérer en voiture, si c'est juste enfui, ouais, là c'est abusé, hein, de lui foncer dessus en voiture. Parce que tu peux l'interpeller, tu as sa photo, tu peux le récupérer au saut du lit, et tu crées plus de désordre que d'ordre. Effectivement, au moins on a des éléments. Hein. Même si c'est pas un saint, tout ça, je veux dire, tu te fais pas foncer dessus. Même les Brésiliens, ils osent pas le faire. Même la police brésilienne, elle ose pas le faire. Ça.
Voilà. Maintenant, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, encore une fois, parce que la source, voilà. Voilà. Et lui, ben, c'est l'inverse, il ne cherche pas à comprendre. Eh, bravo la police. C'est marrant parce que lui, quand il devait circuler dans un cortège gilet jaune et se faire taper par la police, il voulait peut-être que les gens des quartiers descendent. Hein. Voilà. Donc, ce genre d'info sert à rien. Hein. Non, c'est abusé. Tout dépend de ce qu'il y avait avant. Je veux pas prendre non plus, même s'il m'a l'air crédible, je veux pas prendre ces informations pour argent comptant. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu remontes l'info et tu vas voir plusieurs sources pour essayer de connaître l'histoire. Tu vas voir côté policier, tu vas voir côté type, tu as une meilleure info, et bien sûr ça demande du temps, c'est tout un protocole. Voilà. Et tu tombes pas dans la binarité. Parce que l'un dans l'autre, je suis pas dans la voiture, je suis pas en train de lui sauter dessus, et je suis pas le type qui se fait rouer. Enfin, qui se fait rouer de coups. Non, il se fait interpeller là. Pas non plus. L'interpellation, voilà, elle est brutale. Mais le fait de lui foncer dessus en voiture, c'est inédit. Ça. C'est inédit. Voilà. Après, le fait aussi que le mec, il est gaulé, il a pas l'air d'être trop épais. Et eux, ils sont deux, ils ont quand même du mal un peu à le plaquer. Il faudrait maigrir un peu. Hein. Regarde le mec en civil, il s'est loupé dans son truc. Hein. Ah, ils se mettent à trois parce que. Regarde. Ah, les gars. Ouais. Moi, la limite, ce que je vois, hein, désolé d'être technique, c'est que les gars, putain, sérieux, vous savez pas interpeller un type à deux, quoi. Là, c'est plus brutal et stupide qu'autre chose. Mais bon, bref. Non, non, ben, tu prends en haut, tu prends en bas. Regarde comme ils sont costauds, les mecs. Il y en a un qui prend en haut, l'autre qui prend en bas. Il faut attaquer les articulations, hein, au niveau des poignets ou au niveau des genoux. Voilà. Alors, c'est facile à faire, mais c'est facile à dire. Ben ouais, mais tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de sécu, les interpellations à deux, ou quand j'étais militaire, les forcenés où il faut aller les attraper, on, on l'a fait. Quoi. Donc, je peux en parler. Bon, Tweetouz. Ah, vous savez que je suis sur Tweetouz. Sur X. Ah, attendez. Homme. Donc ça, c'est ma page. Je ne me suis pas encore familiarisé. Ouais, je suis Idriss Aberkan. Ouais. Je suis beaucoup de gens, mais bah oui, pour voir ce qu'ils disent. Non, mais moi, je veux pas ça. Moi, je veux ma page. Putain, comment on fait? Non, désolé, les gars. Voilà, je suis là. Alors, c'est Los Locos 07 23 19 81. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est? Mais moi, je suis pas tous ces gens, hein, si. Ouais, je suis un peu con, je sais. Je suis un vieux con. C'est là où je sais que. C'est là où je me rends compte que j'ai 52 ans. Vas-y, mec, moi j'ai envie de. Alors attends. J'ai envie d'envoyer des messages, par exemple. Comment je fais? Alors, je suis sur Twitter, ça permet de communiquer rapide. Oui, je suis Daniel Conversano. Oui, je suis Sylvano. Oui, je suis Sandrine Rousseau. Bah ouais, pour voir un peu ce qu'ils disent. Greg Toussaint. Hmm. Mais comment je fais, moi, pour écrire? Ouais, je sais, je suis un golemont. Moquez-vous de vous. De nous. De vous. De moi. Ah, voilà, j'y suis. Oh, 35 followers. Quand on arrive à 500, je pourrais faire des lives. L'objectif de Twitter, je suis sur Twitter et j'ai maintenant des podcasts sur Spotify. Je mettrai le lien. Mais enfin, si vous êtes sur Patreon, n'allez pas sur Spotify, c'est des vidéos qui viennent de Patreon. Voilà, c'est pour ceux qui n'y seraient pas, c'est surtout pour essayer de capter un public en dehors de YouTube. Je suis sur Twitter et je vais petit à petit m'adapter à Twitter pour pouvoir communiquer plus rapidement que sur Facebook. Mais Facebook demeure aussi. Donc ça permet de communiquer. Ça permet de dire, au bout d'un moment, quand on aura suffisamment de followers, de suiveurs, ça permettra de, comment dire ça, de vous annoncer à l'avance s'il y a un live, s'il n'y a pas de live, s'il y a un truc qui arrive, quoi. Ça évite de faire des vidéos d'annonce. Voilà. Voilà pourquoi j'y suis. Donc voilà, mon Twitter, hein, Los Locos, avec ça, avec le petit dessin, là, c'est de moi les dessins. Voilà, voilà, bon, ça c'est fait. Ensuite, donc l'arrestation, oui, bon. L'arrestation que je viens de voir là à Marseille, je me balade dans l'après-midi, je suis sûr d'en voir au moins une comme ça. De type moyenne. Sur l'échelle de Richter, c'est du 1, ça. Parce que sur Marseille, c'est un peu plus. C'est un peu plus Bogota, quoi.
On peut même pas raconter tellement c'est, tu ne croirais pas. Là, tu es dans le film. Là. Tu connais, tu sais, le film Cartel, tout ça. Là, nous, on est dans le film. Enfin, nous. Et alors, en ce moment, c'est tous les jours une exécution. Là-bas, qui essaye d'arrêter des types, elle se fait tirer dessus. Ah oui, oui, ici, là-bas, qui rigolent, hein, les mecs. Ils- Alors, on va remonter un petit peu. On va éviter. Alors, ça, c'est plutôt le périurbain, hein, le viol, l'agression sexuelle, le beau-père qui tripote la nièce ou je sais pas quoi. Ça, c'est plus du, ça, c'est plus périurbain. Ouais. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Eh, mais oh, ça, c'est hier, ça, dimanche. La Caillole. Moi, j'ai découvert la géographie marseillaise à travers les règlements de compte, les gars. Là, il y a des cités que je connaissais pas. Alors, la Caillole, c'est très connu, hein. Félix Pia, je connais bien. C'est marrant parce qu'encore une fois, voilà, c'est des endroits que je connais très bien. Hein. Pourquoi? Parce qu'on passe par ces endroits, parce qu'il y a aussi plein de gens qui vivent dans ces endroits. Hein. 99% des gens vivent ou essayent de survivre. C'est pas Félix Pia, c'est une des cités les plus pauvres d'Europe. Et donc voilà pourquoi on passe par là. Voilà pourquoi on côtoie et pourquoi voilà, c'est un peu comme un hall de gare, il y a de tout. Mais le danger, il est à côté, tu le sais pas, ou tu le sais. Ou, bon, après, il vaut mieux passer vite, quoi, des fois, parce que là, en ce moment, on a des gens qui arrivent en voiture qui tirent au hasard, c'est ça qui fait peur. Qu'est-ce qu'il y a encore alors? Tiens, ouais, ça c'est le Bakhmout marseillais en ce moment, ça. Moulin de mai. Bon. Les mecs de là-bas qui arrivent pour arrêter des types, ils se font tirer dessus. Ah, ça s'est passé samedi. Hein. Tous les jours, il y a un truc ici. Tous les jours. Ce qui est malheureux, c'est que ben, tu as des victimes collatérales qui n'ont rien demandé. Alors, encore une fois, il y a des gens, il y a des supermarchés, il y a des trucs et tout. Et quand tu vois une voiture déboulée et des types qui tirent juste à côté d'une épicerie où tu as des gosses qui jouent, enfin bon, bref, je trouve ça un peu moyen. Surtout qu'à un moment donné, ils vont finir par appeler l'armée et tout va être bloqué et plus personne ne va rien faire. Et là, non, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête aussi. Parce que ça fait presque 2 ans, hein. On passe d'une guerre à l'autre, quoi. Non, moi je veux les faits divers, tous les faits divers. Voilà, je vais vous montrer les faits divers. Je veux pas le concert de je sais pas quoi, Maria Carré, je m'en branle. Voilà. Alors, la gentrification, ouais, bah oui. Les stacks, ah même les stacks, putain. Alors, ben, je voulais te montrer plein de faits divers, mais apparemment, aujourd'hui, ils ont dit, ils se sont dit, le loco, il fait, ah maintenant c'est à Grenoble. Tiens, où? Grenoble aussi, c'est chaud. Moins chaud que Marseille, mais c'est chaud quand même. Alors, où? Quartier Sud, Villeneuve, non? Il était en permission de sortie, prison. Ouais, bon, c'est un type qu'on a suspecté d'avoir balancé, je pense. Malheureusement. Alors, mais ils te disent pas où. Ils te disent le sud, c'est où le... Parce que le sud de Grenoble, c'est grand. Hein. Il y a Villeneuve, mais il n'y a pas que Villeneuve. Il y a le village olympique, il y a Tesser, il y a quoi il y a... Non, Mistral, c'est pas au... C'est pas dans le sud. Bon, bref, on n'a rien non plus. Désolé, gars, je t'ai dit, on va essayer. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre comme... Je t'ai dit qu'on faisait ça au feeling, sans préparation. Ah, c'est compliqué, hein. Ce Parisien est en vacances à Marseille, ou est-ce qu'il pense de la ville? Voilà, quand on en est là, laisse tomber. Ah, voilà, là, il y a... Donc c'est celui de la Caillole. Mais il y a eu un truc à côté de la boîte de nuit, le Miami, là aussi. Il y a eu des choses, un nouveau règlement de compte, il y a que ça. Il y a que ça. On doit être à 30, peut-être là. On risque d'arriver aux 50 avant la fin de l'année. La saison n'est pas finie. Depuis le début de l'année, plus d'une trentaine de personnes, c'est ça. C'est ça. Enfin, les vrais dangers à Marseille sont plutôt à la mairie, au conseil régional. C'est tous ces gens-là qui pillent le pays, mais eux, ils savent le faire intelligemment. Ils font pas de morts. Ou alors, quand il y a des morts, tu le vois pas. Il est là le problème.
Voilà, vendredi à samedi, boîte de nuit, et le Miami, ouais, c'est à la pomme. Le mec, il a été abattu. C'est chaud quand même, hein. 21 ans, il sort s'amuser, comme nous tous, sauf que lui, voilà quoi. C'est chaud, hein. Allez, on va revenir sur l'actualité. Hop, hop, hop. Le monde, on continue, non, on s'en fout. TF1, non, non, laisse tomber. Je préfère encore boire de l'arsenic. Le Figaro, si, si, soi-disant de droite. Alors, Londres affirme avoir intercepté 2 bombardiers russes au nord de l'Écosse. Waouh! Titre mensonger. Quand tu lis ça, tu crois que les Russes arrivent avec des bombardiers, puis sont approchés de l'Écosse, sont rentrés, que les autres sont arrivés, ils les ont chassés. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Dès que tu as des avions qui commencent à arriver, ils sont dans l'espace aérien international, mais ils commencent à arriver vers ton espace aérien, tu envoies des avions pour leur dire attention, vous arrivez chez moi. Ça leur permet voilà, ça leur permet juste de changer la trajectoire. C'est ça une interception. Les Chinois en jouent parce que ça leur permet, quand ils tournent autour de Taïwan, de voir comment est la défense taïwanaise. Mais voilà, écrire avoir intercepté, alors que c'est pas une interception, c'est pas ça. C'est le gars, il est dans ton espace aérien, tu vas, tu fais des manœuvres, tu le gênes, tu lui tires dessus éventuellement, ça c'est une interception. Là, affirme avoir intercepté 2 bombardiers russes. Bon, hein, ça doit être des Tupolev 95 qui font ou alors les Tupolev 160, là, les Blackjack qui font leur tour stratégique. Tu as toujours en permanence 2 Tupolev qui tournent, en permanence, jour et nuit, avec des missiles nucléaires. Il y a une procédure comme ça. Alors, quand je te dis tout le temps, c'est quand, dans les périodes de tension, il y a ce qu'on appelle des patrouilles stratégiques. Donc, 2 Tupolev qui ont toute une flopée de missiles qui sont en l'air. Tu sais pas où, ils tournent. Comme les sous-marins, en fait. C'est-à-dire que même si les types attaquent la Russie, ces Tupolev et les sous-marins russes vont balancer peut-être des centaines d'ogives, c'est ce qu'on appelle la deuxième frappe, qui fait que même si tu me détruis par surprise, j'ai des systèmes automatiques qui vont bombarder ton pays et tu le détruiras. C'est ce qu'on appelle la deuxième frappe. Ces 2 bombardiers russes de patrouille se trouvaient dans la zone de police du ciel de l'OTAN. Qu'est-ce que la zone de police du ciel de l'OTAN? Voilà. Ils ont été interceptés au nord de l'Écosse. Dans la zone de police du... Ça veut rien dire, la zone de police du ciel de l'OTAN. Non. Est-ce qu'ils étaient dans l'espace aérien écossais? Est-ce qu'ils étaient dans la zone beaucoup plus élargie, zone de vol? Qui a un nom, cette zone. Une Z... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Tu as ton espace aérien, puis tu as une zone où tu as une... Ou en général, les avions qui passent doivent au moins dire qui ils sont pour que tu la gères. Voilà. Mais une zone de police du ciel, c'est de l'OTAN, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'OTAN, à un moment donné, ils ont pris une zone et ils ont dit c'est notre zone où on fait la police. Les pilotes ont lancé leur Typhoon pour intercepter 2 bombardiers russes à long rayon d'action ce matin. Donc on est d'accord que... Hein, parce que ce genre de bombardier, le jour où il te lancera des missiles, il sera à 2000 km de toi. Hein, voilà. Les surveillants, c'est ça l'interception. En fait, les gars, ils tournent dans le ciel et les autres, ils se mettent pas loin et ils les regardent. Ah putain, l'interception. Ah, t'as dû leur faire peur. Ah, t'as inventé un nouveau missile, le missile qui fronce des sourcils. Si, si, c'est ça. Les Anglais, ils te lancent un missile, il se met en parallèle, il se met à côté de ta cabine, hein, à côté de la cabine du pilote, il fronce les sourcils et il part. Ah, c'est une nouvelle forme de guerre pour t'impressionner. Missile Irza, comme on dit. Donc ils les ont surveillés lors de leur passage au nord des îles Shetland, prêts à contrer toute menace potentielle pour le territoire britannique. Ça s'appelle se faire mousser et inventer des dangers qu'il n'y a pas. Non, je vais te le dire différemment. Des Tupolev 95 ou 160 russes ont entamé leur patrouille, enfin font des patrouilles régulièrement dans le ciel et dans les zones internationales de ce ciel, cet espace aérien. Il leur arrive, ils suivaient leur parcours. Des avions anglais sont allés à proximité les observer et ils sont revenus. Ils sont montés cramer de l'essence, c'est tout, du kérosène. Et les deux
bombardiers qui ont continué à avancer. C'est comme si moi je te dis, je suis descendu, j'ai intercepté des voitures sur la route nationale. Ouais, je me suis mis sur la route nationale et je les ai regardées, au cas où ils bombarderaient ma maison. C'est aussi con que ça, hein. Pourquoi est-ce que des bombardiers russes vont te bombarder en venant devant chez toi? Le but, c'est d'avoir la portée. Tu sais très bien que c'est des patrouilles, tu connais leur chemin de patrouille et chaque année, tu nous fais la même. À chaque patrouille, ils nous font la même. L'information est vérolée. Une mission de police aérienne où plus de 50 interceptions aériennes similaires ont été effectuées. En gros, tu te mets sur la route nationale ou sur l'autoroute et tu regardes passer les avions en disant que tu les surveilles au cas où il y aurait une menace, j'ai branché mes radars, hein. L'objectif de ça, c'est toujours de maintenir une population de gogo en haleine, hein, et de faire de l'autre une menace et d'entretenir l'angoisse, hein, cette angoisse comme quoi il y a quand même des Européens qui sont complètement cons, hein, de croire que les Russes veulent arriver jusqu'en Angleterre ou en France, hein, parce que c'est pas leur intention, ils en ont rien à foutre. Plus tôt dans la journée de lundi, la Russie a déclaré que ses bombardiers stratégiques avaient effectué des vols de routine au-dessus des eaux internationales. Je suis en train de pinailler depuis 10 minutes pour t'expliquer comment en un article tu peux leurrer des gogos ou leurrer des gens qui ne savent pas et que le titre est mensonger et que pour éviter d'être traité de menteur intégral, tu vois, à la fin, il se récupère. J'ai envie de te dire, voilà, j'ai envie de te dire l'information, c'est que la Russie continue ses patrouilles de bombardiers stratégiques qui font des vols de routine au-dessus des eaux internationales de l'Arctique, que systématiquement, lorsqu'ils passent proche des pays de l'OTAN, ces pays font décoller leurs avions et restent à proximité, mais ne font rien de plus, parce que de toute façon, ils ne peuvent rien faire de plus, et qu'on appelle ça des interceptions pour te faire flipper. Voilà, c'est tout. Voilà. Je vais me mettre sur l'autoroute, je sais que les flics passent à 9h, passent à 11h, passent à midi, je me mets là et je te dis, ah, je suis en train de les surveiller, au cas où, mais dormez, braves gens, c'est ça. L'Ukraine revendique de petites avancées dans l'Est et le Sud. Oui, oui, ils ont avancé de 10 mètres. Il est allé jusqu'au chiottes, il a pissé, il est revenu. Ok, on a l'habitude, hein. Ouais, s'il te plaît. Est-ce que l'Ukraine pourrait nous dire combien elle a perdu de troupes? Combien il reste d'essence dans le réservoir? C'est tout. La bataille de Bakhmut continue à faire rage, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont pas loin. Ils ont libéré 3 km². Au total, 40 km². Pourquoi est-ce que tu nous dis pas ce que vous avez perdu cette semaine? Vous avez perdu une centaine de kilomètres carrés. C'est pas à Bakhmut, vous avez perdu ce que vous avez pris. Complètement con. Alors, je regarde un petit peu. Berlin affirme être aux côtés de Kiev. De toute façon, Berlin, c'est devenu un petit peu comme Paris, hein. Alors, on a compris, hein, que c'était deux dindons, hein, qui suivaient ce qu'on leur disait, deux dindons sans tête, et que voilà, les gars, bah écoute, depuis le départ, ils disent tout et l'inverse, quoi. Après, les dirigeants berlinois et les Allemands qui votent pour eux, s'ils ont envie de payer leur gaz hyper cher, de détruire leur boîte. L'économie allemande est dans un état catastrophique parce que le coût de l'énergie fait que toute leur PME, hein, c'est les Allemands ont une double industrie. Ils ont une industrie lourde avec des grosses boîtes, mais ils ont surtout beaucoup de petites PME et de moyennes entreprises qui font leur industrie, qui font leur force, qui font leur valeur, qui font qu'elles exportent beaucoup. Beaucoup se mettent les clés, 20 ou 30% sont en train de mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent plus suivre. L'énergie leur coûte trop cher. Ils avaient de l'énergie pour rien. Ils n'avaient pas besoin de nucléaire, ils avaient le gaz russe pour rien, et voilà, bah écoute, on a un exemple de gens qui, dogmatiquement et idéologiquement, hein, leurs leaders se sont alignés aux USA et collaborent parce que de toute façon, ils ne vivront pas en Allemagne, ils n'auront pas ce problème, et des Allemands qui les suivent et qui se bousillent la vie. Voilà. Expliquez-moi juste un truc, les gars. Votre énergie, vous la payez plus cher, et vous êtes un gouvernement composé d'écolos, et vous allez créer une noria de méthaniers qui partiront des USA, qui viendront, quid du carbone, la taxe carbone, enfin des émissions de carbone. Alors que vous êtes censé être écolo, vous faites l'inverse. Vous pouvez nous expliquer? Et là, ils en parlent plus, ça. Parce qu'un méthanier, hein, là, c'est une noria de méthanier. Vous achetez votre gaz 2 fois plus cher maintenant. Je suis gentil. Du GNL. Vous avez dû construire une usine spécialement, hein, parce qu'il faut le décompresser le gaz et le liquéfier ensuite, ou alors il arrive liquide et puis il faut le gazifier ensuite. Enfin, c'est assez complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez réallumé vos centrales à charbon et vous jouez contre le nucléaire. Tout ça parce que vous soutenez, vous avez peur de dire non aux USA. Vous soutenez Kiev, bah continuez à soutenir Kiev. Complètement con les mecs. Non mais les mecs sont devenus complètement cons,
Ils sont partis sur... C'est ça ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il y a des gens, ils sont sur une autre planète. Mais le réel, il va les rattraper. Et ils sont dans le déni, l'arrogance, machin. On a compris, voilà. Aujourd'hui, si tu es un président d'un pays, tu négocies directement avec les USA. Si tu veux négocier avec Babylone, tu parles pas assez minable. Tu parles pas au contremaître. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Ouais. Enfin, je comprends pas d'ailleurs, vous leur livrez des armes, de l'argent, mais toujours à contre-temps. Vous les aidez pour qu'ils ne réussissent pas. Les missiles de croisière, si tu voulais les envoyer, que tu voulais une efficacité, au lieu de te tordre du cul comme ça, il fallait les envoyer. On sait qu'ils vont envoyer leurs missiles Taurus, qui sont des missiles Scalp. Ce qui montre au passage que les Anglais et les Français ne peuvent pas envoyer plus d'une cinquantaine chacun. Donc là, les Allemands vont envoyer leurs missiles. Le jour où il y a une guerre, on se demande comment ils feront eux. Leurs industriels sont contents, parce qu'ils vont recommander de nouveaux missiles. Mais ils envoient des missiles, mais voilà, pour une défaite. Complètement con, les mecs. L'Ukraine dénonce les tirs de sommation russe contre un cargo en mer Noire. La Syrie dénonce l'occupation américaine et l'ingérence franco-anglaise dans ses affaires depuis 12 ans. Ah non, faut pas en parler de ça. Voilà, l'autre, elle vient de nous raconter de la merde. Elle est ministre de quoi? Ministre de la guerre. Pourquoi t'es en uniforme? Arrête de nous prendre pour des cons. Odessa ouvre quelques plages pour la première fois depuis l'invasion russe. Ouais, en ce moment, il y a une pluie de missiles. Donc, les plagistes, voilà le bronzage. Bronzage au KH. Ah, ils sont tout noirs. Bien que la baignade soit interdite pendant les alertes aux raids aériens. Ah, magnifique. Tu te baignes, ça siffle. Tu vas te cacher dans une cave. Tu attends un peu. Tu revas. Tu te baignes. Tu peux t'accrocher au missile qui est tombé. Si, t'en fais un bateau. Tu fais du pédalo. C'est classe. Finalement, ils ont tout pour être heureux, ces gens. Pourquoi ils se plaignent? Cynique, cynique. Odessa, le plus grand port et la plus grande base navale d'Ukraine, enfin ce qui va en rester, là, a été attaqué, tatati. Bah ouais, c'est la réponse aux drones. Dès que les Ukrainiens envoient des drones, qui s'éclatent et qui font quasiment rien, les Russes envoient une pluie de missiles et de drones qui, eux, font des morts et font du dégât. Donc la guerre des drones, les Ukrainiens, les Américains ont dit aux Ukrainiens, arrêtez d'envoyer vos putains de drones, ils servent à rien. Et c'est le type qui se fait éclater mais qui continue à ouvrir sa gueule, tu sais, croyant ne pas perdre la face alors qu'il passe pour un con, il ferait mieux de partir. Il aurait mieux fait d'éviter l'embrouille. Voilà. Les mines, mais c'est vous qui avez tout miné là-bas. Je rêvais d'aller à la plage et de respirer l'air salé, ça nous a beaucoup manqué, ouais, on s'en fout. Je m'en fous. Les frappes russes sur le Danube ont endommagé 40 000 tonnes de céréales. Bah écoute, vous n'avez pas respecté l'accord. C'est fou, ils te présentent un accord qu'ils n'ont pas respecté. Et ils ont eu la chance pendant un an quand même de le voir fonctionner. Et ils se plaignent aujourd'hui que l'accord, bah, ça aussi, mais les gars, vous êtes sur quelle planète? Vous avez fait un accord avec un type. Ouais, vous êtes en guerre contre lui, d'accord, mais vous avez fait un accord. Vous avez dit laisse-nous faire ça et on te laisse faire ça. Il t'a laissé faire ça, tu ne l'as pas laissé faire ça. Il t'a dit, bah écoute, l'accord, tu te le mets dans le cul. Et aujourd'hui, tu viens chialer. Comme une pleureuse, comme d'habitude. On nous aime pas, on nous accuse de tout. Ben ouais, mais il suffit de... Une guerre qui aurait jamais dû commencer. Qui va mal finir. Allez, on va voir l'international. Tiens, Titelman, on l'entend plus, lui. Bah, tout ce qu'il a raconté... Alors. L'homme suspecté d'avoir agressé le médecin niçois de 80 ans obtient un délai pour sa défense. À 80 ans, l'autre, il est encore médecin. C'est compliqué, ça. Il a agressé un médecin. Putain, mais je m'en fous de ces nouvelles, sérieux. Le Kremlin affirme avoir intercepté un avion militaire approchant de sa frontière. Eh ben, ce que je t'ai dit pour l'Angleterre, c'est exactement pareil. Là, le terme intercepté fait rigoler. Je pense que c'est en réaction. Ils ont envoyé un chasseur pour intercepter un avion militaire norvégien qui s'approchait des frontières. Donc voilà. Ce que je t'ai dit sur les Anglais, c'est pareil là pour la déclaration russe. Changerait. À l'approche, l'avion militaire a fait demi-tour. Voilà. C'est un avion Poséidon. Il est bourré de capteurs. Il s'approche le plus possible. Il essaie de te choper des trucs. Mais. Donc tu vas me dire, ouais, donc là, les Russes l'ont quand même fait fuir. Ok. Mais, les Tupolev qui passent, c'est à peu près pareil. J'ai pas envie de distinguer. Ouais, ils envoient des avions de reconnaissance pour essayer de voir ce qui se passe. Voilà, c'est de l'espionnage électronique. L'interception est une opération visant à escorter un avion jugé trop proche d'un espace aérien ou y ayant pénétré.
L'interception a lieu dans le respect, sans couper les trajectoires ni rapprochement dangereux. Voilà, on a plus d'infos. En tout cas, moi, ça fait surtout le mec qui est devant sa propriété, devant la route et qui voit les voitures passer. J'ai l'impression que c'est ça surtout. Mais en fait, il faut des deux côtés, ils font ça, et des deux côtés, ça entretient une angoisse, un truc. Alors ensuite, bah, il n'y a rien d'autre. Hein. Lui, on peut. Bon, les commentaires sur ce site, on va arrêter. Ouais, ok. Non, Biden, on va pas écouter ce qu'il dit, le mec, on sait bien qu'il est sénile. Ne pas accepter un échec électoral, l'idée folle de Donald Trump menée jusqu'à l'émeute. Oui, oui. Vous avez vu comme ils réécrivent l'histoire du Capitole, ce qui s'est passé sous... hein, on peut critiquer Trump, hein, enfin il s'est passé de drôles de choses quand même, durant ces élections. Hein. Hein, ces élections sont quand même assez bizarroïdes, hein, honnêtement. Voilà. Mais bon, malgré tout, les tribunaux, même les républicains lui ont donné tort, tout ça et tout, mais ils réécrivent quand même l'histoire. Ça devient Trump qui a refusé, parce qu'il est mauvais joueur, non. Trump et ses amis ont suspecté un processus électoral qui était, comment dire, où il y avait de la triche, tout simplement, qui a été manipulé. Voilà. Non, la seule question qu'on puisse, le seul grief qu'on puisse faire à l'encontre de Trump, c'était t'es président, t'as pas été capable de... T'avais quand même beaucoup de pouvoir pour empêcher ça. T'as pas été capable de te préserver. Jusqu'au bout, t'as été lâché par des gens qui faisaient partie d'une équipe que tu as formée. C'est le reproche qu'on puisse faire. Jusqu'au bout, t'as été lâché par des demi-molles. Le dernier, c'était Mike Pence. Là, quand un chef n'arrive pas à avoir une équipe un premier cercle fiable, il peut s'en vouloir aussi qu'à lui-même. Hein. Mais par contre, l'idée folle de Donald Trump, blablabla, qui a mené jusqu'à l'émeute, non, non, c'est de mourir. Ces élections-là, elles sont bizarroïdes, c'est tout. Ça sent l'entente entre certains républicains et Babylone pour gicler Trump. Hein. Après, on va voir pour 2024, mais là, ils sont en train de mettre le paquet pour pas qu'ils reviennent. Hein. Ils sont en train de tout instrumentaliser, quoi. Normalement, on devrait ouvrir des enquêtes pour ingérence, pour... je comprends pas. Hein, à l'époque de Clinton, c'était encore possible. Le gars, bon, il triposait ses secrétaires, il est connu pour aimer ça, il fait ce qu'il veut. Mais apparemment, ils n'aiment pas quand ça se fait à la Maison Blanche. Ils avaient créé une commission. Là, aujourd'hui, on n'est plus capable d'incriminer un gâteux comme Biden ou des gens qui n'ont pas dirigé les USA parce que se servent de tout ce qui est possible. Je rappelle que c'est un pays quand même légaliste. Ils se servent de tout ce qui est possible pour essayer d'empêcher un type plus populaire qu'eux d'accéder à la présidence. Ils savent que si ce type se présente aux élections, il va passer. De toute façon, c'est simple, hein. Trump, il doit juste recevoir l'investiture des républicains. Et ensuite, il la joue profil. Hein, il évite de dire trop de conneries et ça passe crème. Hein. Ah, le gars, il va te faire du 55% facile. Ah ouais. Bah attends, ils ont eu 4 ans de Biden, ils ont compris, les gars. Hein. Puis la guerre en Ukraine, hein. Ah, bah pour les Américains, ça veut dire je donne de l'argent, j'ai pas envie de donner de l'argent aux Ukrainiens parce que j'en ai pas. Arrestation de Russes, diffusion du matériel de propagande de Wagner en Pologne, blablabla. La tenue d'un référendum sur la politique migratoire de l'Union européenne en Pologne. Tu peux pas faire, tu peux pas faire l'Union européenne avec la Pologne, puisque la Pologne continue à avoir des valeurs conservatrices. Elle ne veut pas de tout un pan de ce truc. Et les USA ont l'œil de la Pologne. Enfin, non, les Polonais ont l'œil des USA. Ce qui veut dire que à un moment donné, cette construction européenne, elle commence déjà à se heurter à des antinomies. La Hongrie, la Pologne, certains pays n'ont pas les mêmes valeurs, enfin, ont des valeurs, j'ai envie de dire, quand nous abandonnons les nôtres. La Pologne s'est constituée un marché, elle a raison, ah, il joue bien, et elle est protégée par les USA. Le reste, ils s'en foutent. Et ils savent que l'Union européenne, derrière, c'est les USA. Ah, que tu peux pas les triquer. Donc voilà, ils jouent leur jeu. Donc il peut se permettre. Voilà. Il n'a pas envie d'accueillir tous les migrants. Voilà. Il ne veut pas qu'en Pologne il y ait tous les migrants et pour ça il n'a pas envie que l'Union européenne aille déstabiliser par le biais de l'OTAN des pays d'où viennent ces migrants. C'est comme le Niger. Le Niger, attends les gars, le Niger, vous le savez tous. Si demain
ça s'embrase au Sahel, il n'y aura pas que des gens du Niger. Il y aura des flux migratoires qui vont monter par l'Algérie et la Tunisie, qui auront du mal à les contenir, et ça va monter direct en Europe. Ils vont pas s'arrêter à Bosch-Bourdilidj ou à Tizi Ouzou, les gars. Hein. Non, non, tant qu'à faire, les gars, ils ont une ambition. Donc ils veulent monter en Europe parce qu'ils savent que c'est là où ils auront le plus de possibilités de s'en sortir. Et qui c'est qui va encore morfler? C'est les Européens. Et puis ça va faire monter les divisions, les rancœurs. Voilà, ça s'appelle de la division horizontale. Il y a pensé à ça, Macron? Le mec, il fait des conneries sur conneries depuis qu'il est là. Jupiter, putain. Jupiter. Jupiler, ouais. Il devait être bourré, le mec, quand il a été élu. Kim Jong-un veut intensifier la production de missiles. Lui, il sait que la guerre, elle arrive. Hein. Hein, c'est pas le premier titre. Le Premier ministre nommé par la junte se dit capable de surmonter les sanctions de la CEDEAO. Ce serait bien que les pays autour... Enfin, je veux dire, il y a moyen d'aider, parce que de toute façon, l'embargo de quoi tes frontières nord, elles sont ouvertes. Donc, voilà. Au Niger, la CEDEAO, Arthur Banga. Arrête, mec, sérieux. À la base, je voulais pas me foutre de ta gueule, mais je peux pas, là. Arthur Banga. Dans Banga, il y a de l'eau, il y a des fruits. Non, mais sérieux, c'est ton nom, c'est une boisson. Arthur Banga. Arrête, non, c'est pas bien. Hein. Non, il y a de la créativité au niveau des noms, mais quand même, faut pas pousser. Arthur Banga. Hein, et tu vas au Japon, tu t'appelles comme Arthur Manga, non? Arthur Banga. Non, mais le mec, sur Télétoon, il ferait fureur. Alors, la CEDEAO a la capacité d'agir militairement. Voilà. Tu t'es fait un book, tu t'es mis un costume, croisement entre un costume Versace et un costume Mao, et tu viens mettre de conférence à l'univers. Ah, d'accord. Ils sont allés chercher le, le- le seul tocard qu'il y avait à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est le seul, le mec, qui vient te dire il faut partir du principe que l'armée nigérienne reste fondamentalement une armée républicaine, qui n'a suivi les officiers putschistes qu'avec peu d'entrain. Ah, le mec, il est en train de nous inventer un délire. Parce que c'est pas vrai, simplement. Pour le docteur en histoire des relations internationales et en histoire, oui, oui, docteur mon cul, oui, il a joué au docteur avec sa cousine, oui, c'est surtout ça, il a gardé le titre. Ensuite, la CEDEAO doit apporter au Niger une solution africaine à un problème africain. Comment tu veux faire avec des pays qui n'ont pas les moyens de faire une guerre, qui ont des armées, je suis désolé, mais c'est pas des armées faites pour faire les guerres, c'est des armées faites pour défendre leur territoire, c'est pas adapté, qui n'ont pas les budgets, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la technologie et qui vont aller sur un autre terrain qu'ils ne connaissent pas bien, affronter des gens chez eux et aller foutre le bordel. Explique-moi. Et ensuite, ils vont aller là-bas, ils font quoi? En admettant qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils font ensuite? C'est aussi simple que ça. Le paysan du coin, il se pose la même question. La CEDEAO a la capacité d'agir militairement. Mais non, tu racontes. Les gars, il suffit de le dire comme ça. Regarde l'état de leur armée et de leur armement, tu verras que non. Comme elle l'a montré ces dernières années au Libéria, mais le Libéria, mais s'il te plaît. Le mec est docteur, hein, il est maître de conférence. Et en fait, c'est un gros con, quoi. C'est un âne batté. Parce qu'il fait la comparaison avec des interventions qu'a faites la CEDEAO et que je vous ai évoquées sur Patreon au Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau et Gambie. Tiens, les 4 points communs, c'est de minuscules pays avec une petite armée. Là, tu rentres en force, tu fais ce que tu veux. De toute façon, voilà, tu occupes la pièce. Là, on est quasiment face à des départements. Et là, il nous parle du Niger, 2 fois plus grand que la France. Une armée de 200 000 hommes. Une armée qui se bat depuis 12 ans. Il nous parle d'un pays dans un contexte géographique et géopolitique totalement différent, où il y a un risque d'embrasement avec des interventions et d'autres pays qui feront la guerre, comme l'Algérie qui l'annonce. Et le gars, donc, te dit que la CEDEAO a la capacité d'agir militairement parce qu'elle l'a fait au Libéria. Voilà. J'ai la capacité d'être un baron de la drogue parce que je sais rouler des clopes. C'est aussi con que ça. Le mec, il est autant maître de conférence que moi, je suis acteur porno. L'organisation se met actuellement en ordre de bataille, les chefs, avec 50 000 hommes, les mecs, balèze. 50 000 hommes pour occuper un territoire plus grand que la France et remettre un président. Parce qu'eux, ils vont aller à Agadez ils vont aller à Niamey. C'est tout, c'est ça. Mais sur la route, ils vont se faire éclater. Hein, parce qu'on sait comment ils vont faire, hein, on sait comment ils vont procéder. Prévoit de faire. Donc il y a des réunions, les chefs d'état-major de ces armées. Non, non. T'as un larbin,
Ces mecs, c'est des larbins. Derrière, il y a Macron. Tu as quelques généraux français hein, qui leur ont promis je sais pas quoi. Ils servent des larbins qui ont peur de tomber parce que leur population n'en veut plus depuis des années. Ils ont compris que ces gens-là, c'était les larbins à Babylone. Et toi, tu es un pantin, c'est toi Arthur Banga pour sortir de la merde pareil. Alors, je vais pas payer pour écouter ces conneries. Alors, mais il suffit de reprendre l'argument, hein, tu vois, je me fous pas de sa gueule pour me foutre de sa gueule, je reprends juste son argumentation, le mec raconte n'importe quoi. Puisque là, dès qu'il commence à ouvrir sa grande gueule, c'est pour te dire quoi? Pour faire une comparaison qui n'est pas une comparaison, qui n'est pas raison, puisque c'est deux choses incomparables. La Guinée-Bissau, c'est facile, personne n'intervient, tout le monde s'en foutait. En plus, il y avait, je dis pas de conneries, c'était pas dit que la population était contente. Bref, la Gambie, non, c'est pour la Gambie. C'est une bande de terre, la Gambie. Attends, je vais te montrer ce que c'est. Ah, mais il est maître de conférence, il porte des costumes, il fait le beau devant les étudiantes et il est payé. Essaye d'avoir un cerveau sérieux. Donc quand tu compares, compare des choses comparables et essaye de nous faire. Putain, même moi, je fais de la meilleure géopolitique que ces gens-là. La Gambie, on va très simplement. Ziguinchor. Non, c'est au Sénégal. Là, c'est le Sénégal. La Gambie, c'est cette bande de terre, avec Bangui, et c'est tout. En gros, c'est quasiment, c'est un fleuve, avec les berges de part et d'autre. Alors, je ne sais pas comment ça s'est constitué, ça fait bizarre, c'est une langue de terre au sein du Sénégal. Ouais, quand tu vas là, il n'y a aucune répercussion géopolitique. Voilà, avec trois villes. La Guinée, regarde, Guinée-Bissau. Alors, je t'avais dit qu'il y avait trois Guinées, je ne vois pas la Guinée équatoriale. Je pensais que normalement tu as Guinée, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. Si je dis pas de conneries. Alors Guinée, elle est là, Guinée-Bissau, elle est là. Bref, bon, ben c'est bien, au moins voilà. Regarde le Niger. Le Tchad vient de dire, hein, Mahatma Déby, Mahamat Déby a dit non, non, il n'y a pas de guerre chez moi, je ne veux pas de la guerre, vous installez pas chez moi, pour rentrer par cette façade. C'est ce que je vous disais hier. J'ai fait la vidéo hier, je ne le savais pas. Donc déjà, je me dis que l'analyse est bonne. Le Mali va les aider. Et puis Bamako, ça descend bas. Hein. Ça descend jusqu'au Sénégal, donc ça peut bloquer, tu peux pas passer. Tu passeras pas par le Burkina. Les troupes ivoiriennes passeront pas par le Burkina. Voilà. Les troupes ghanéennes, elles passeront nulle part. Le Togo a dit, vous passez pas par chez moi. Voilà. Le Nigeria, la population a dit non, non. Enfin, beaucoup de population. Il y a juste la tribu des Yoruba qui veut y aller pour piquer du terrain. Tu vois les réseaux là de route. C'est là où tu les arrêtes. Ah, ben, franchement, je serais là-bas, je t'organise une résistance de fou. Tu sais déjà comment les taper, les mecs. Regarde, il n'y a pas 40 routes. Hein. Maintenant, regarde le pays. Ça, c'est des massifs. Hein. Alors, le massif de l'Aïr, c'est 2000 mètres d'altitude. Ah, tu as des massifs. La capitale, Madama, enfin, capitale, c'est un point de repli. Là, c'est que de la montagne et du désert. Et là, tu as la frontière avec l'Algérie. Il y a Tam, ici. C'est-à-dire que la résistance, elle peut tenir tout le nord. Au pire, hein, au pire, si ça s'écroule, elle peut tenir tout le nord du pays, peut tenir Agadez tranquillement. Ah, mais là, tu peux la tenir. De toute façon, tu peux tenir Niamey avec 50 000 hommes, face à 50 000 hommes. Et tu peux te replier sur Ain Ghazam, Tamen Rasset, où tu peux te cacher, les Algériens font semblant de ne pas te voir. Je parle des militaires, je ne parle pas des déplacements de population, là c'est plus compliqué. Voilà. Et toutes ces régions-là, il y a du désert de pierre, du désert, t'as le massif du Hogar, t'as le Tassili, enfin bref, du désert de pierre, du désert de sable, hein, on redescend un peu, t'as de la pierraille, t'as du sable. Je pense pas que l'armée du Nigeria connaisse ce genre de terrain. Je pense pas qu'ils viennent en vacances ici ou qu'ils s'entraînent ici. Ces massifs-là, même Barkhane, ils ont eu du mal à nettoyer des massifs comme ceux-là, parce que voilà, ces massifs-là, bah, ça peut être un point de repli. Ça monte jusqu'à 2000 mètres. Hein. Donc, Banga, comment tu peux comparer une intervention au Libéria, en Gambie, en, oui, en Gambie, en Guinée, et encore la Guinée, ça s'est vite calmé, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Voilà. Moi, pourquoi est-ce que tu ne nous dis pas que par exemple la CEDEAO a menacé Bamako, a menacé le Burkina Faso et a menacé la Guinée, et ensuite se sont ravisés et ont même permis à Bamako de récupérer, de voir la levée des sanctions financières, ont laissé 2 ans à la Guinée pour
faire la transition. Et pourquoi donc ils menacent le Niger? Hein? Et si on devait comparer, pourquoi tu compares pas avec ces situations-là qui sont les plus proches? C'est ce qu'a fait la CEDEAO les 3 dernières fois. Et pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire autre chose. Parce que la CEDEAO n'a pas les moyens de prendre le Mali, de prendre le Burkina, de prendre le Niger. D'autant qu'encore une fois, hein, je ne suis pas un connaisseur de l'Afrique, mais il y a un truc que je sais depuis très longtemps, c'est que certaines tribus au Niger, les Burkinabés et les Tchadiens, bon, ils ne seront pas de la partie là, c'est pas plus mal, sont d'excellents combattants dans ces milieux. Hein, ils n'ont pas d'avion de chasse, tout ça et tout. Mais eux, l'ennemi, ils te l'usent, ils le tuent, ils le trompent. Le désert, c'est spécial. C'est un combat spécial. Il faut être spécialisé. Voilà. Barkhane a eu du mal avec les djihadistes. Et elle a encore du mal. Hein. De toute façon, ce n'est pas une armée nationale qui permettra. C'est un maillage du pays, une élévation des conditions de vie qui permettront d'éradiquer ce poison qu'est le djihadisme. Donc, Banga, tu nous racontes de la merde, encore une fois. Voilà, c'est parce que les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Regarde, excuse-moi, la Gambie, on la voit à peine. Le Niger, tu me dis que c'est pareil. Tu me dis que c'est. Tu compares des choses qui ne sont pas comparables. Des interventions qui ont des cadres géopolitiques totalement différents. Ce type est maître de conférence. Maître des cons, surtout, ouais. Après, le Figaro, qui était un ancien journal qui se tenait, qui ne l'est plus, n'est plus capable de te donner les deux versions, te donner les deux parties. Il faut absolument prendre parti. Donc, prendre parti, bah, ils vont prendre parti pour Macron, c'est lui qui les paye, hein, quelque part. Hein. Attends. Financement, presse. Ah, je t'invente rien. Ah, quand c'est pas l'État, donc BlackRock en dissimulé, hein, en bout de chaîne, c'est des milliardaires. Alors. Le total des aides publiques à la presse s'élève de 300 à 367 millions d'euros en 2021 et je crois qu'il a augmenté en 2023. À vérifier, mais je crois qu'on n'est pas loin des 500 millions. Le Parisien, c'est le titre le plus aidé. L'Humanité. Alors ça, c'est, attention, c'est l'aide, il faudrait voir, il y a différentes aides. Moi, j'aimerais savoir quelles sont toutes les aides. Alors, vous avez un rapport d'information. On vérifie d'où ça vient. Ça vient du Sénat. Ça reste quand même relativement sérieux, hein, parce que sinon ils vont se faire pincer. Les cookies, écoute, le pâtissier, je les accepte tes cookies. Hein. Donc on a un petit peu ça. Donc tu iras te faire une idée là. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Il faut vérifier, revérifier, revérifier. Là, c'est Public Sénat, je sais déjà que c'est. S'ils doivent mentir, c'est pas là. Les aides à la diffusion, 39,4 millions. Qu'est-ce que c'est? Ils ne payent pas de timbre, je crois. Ou alors ils payent beaucoup moins. C'est le portage, il me semble. C'est tout ce qui est lié à la diffusion, à la distribution. Bah tiens, c'est marqué là, excuse-moi. L'aide au portage, les aides au pluralisme. On donne 23,2 millions d'euros à des quotidiens nationaux et régionaux à faibles ressources publicitaires. Donc le Figaro et Le Monde, c'est à faibles ressources publicitaires ou comment ça marche? J'ai l'impression qu'il est en train de nous embrouiller là. Les aides au pluralisme. Mais le pluralisme, ils disent tous la même chose. Il n'y a pas de pluralisme. Alors, la presse musicale, par exemple, certains titres en difficulté n'est pas aidé. Bah, tout ce qui est culturel, ça les intéresse pas. Ils veulent juste rentrer dans ton esprit. Hein, je rappelle que la presse, les médias, c'est leur arme principale dans la mesure où c'est celle qui a la pseudo-légitimité pour te raconter le réel dont tu fais tien. Quand tu regardes un film hollywoodien, tu rêves, l'American Way of Life, par mimétisme, tu vas reproduire certaines choses, on le fait tous, c'est normal, mais tu peux encore gérer et filtrer. Hein. Quand tu es suffisamment adulte, tu fais la distinction entre la réalité, la télé, le super-héros qui tue tout le monde, tu sais bien que voilà. Il y a un consentement, tu sais que tu es dans le monde du film, tu viens rêver. Les médias, presse, radio, journaux, presse internet, tout ce qui se dit être média, ce sont des gens qui se disent attention, nous on est sérieux, on rêve pas, on vient te dire le vrai. Et ils viennent chuchoter, ils viennent quasiment à côté de tes neurones chuchoter le réel.
Voilà pourquoi c'est les pires. Et tous les jours, ils te remettent une couche. T'as vu le pouvoir anxiogène qu'ils ont? Moi, je le ressens. Et même en étant averti, tu tombes systématiquement dans le panneau. C'est ton argent là qui distribue. Et donc, ils ciblent une certaine presse. Voilà, la presse musicale ou, je sais pas, France Échec, ça les intéresse pas, ça. Ou Chess Magazine, ça les intéresse pas. Ou, je sais pas, un truc bibliophile. Non, ce qui va les intéresser, c'est des magazines déjà tenus par des milliardaires et des privés qui... C'est marrant le Figaro, vous nous traitiez, nous, les demandeurs d'emploi ou les intérimaires ou ceux qui travaillent de temps en temps, vous nous traitiez d'assistés, tout ça. C'est vous les plus gros assistés. Encore une fois, les mecs qui te piquent ton argent, ils viennent te traiter d'assistés. Alors que ces mecs sont des inutiles, des parasites et des complices. Hein, bon, vous savez qu'on fera des journalistes si un jour on a la possibilité d'en faire quelque chose. Est-ce que le journaliste est combustible? Non, parce que l'hiver, s'il y a un refroidissement, il va falloir allumer la cheminée. Hein. Hein, et est-ce qu'il peut faire office de petit bois? Est-ce que, je sais pas, c'est une question que je me pose comme ça. Bon, 161 millions d'euros de dépenses fiscales. À 118,1. Alors, c'est super complexe. Hein. En vrai, on est en train de décortiquer ce chiffre de 367 millions. Là, on te donne les aides données à un journal. Hein, par exemple, Le Parisien, 13,5 millions. C'est sûr que c'est un putain de journal, Le Parisien. On en est arrivé là, à une presse. Enfin bon, bref. Et, alors des fois, on détaille ça selon le bénéficiaire. Un peu plus bas, l'article est quand même pas très clair. Un peu plus bas, on va détailler ça en fonction de la nature de l'aide. Aide à la diffusion, aide au pluralisme, aide à la modernisation. Ensuite, c'est par nature de presse. Enfin, c'est assez compliqué. Les aides à la modernisation, 55 millions. Les dépenses fiscales, 161, etc., etc. C'est que les aides directes et déclarées. Hein, parce que je pense qu'il y en a d'autres d'aides. Et je te dis, aujourd'hui, on est beaucoup plus proche des 500 millions. Comme le relève le rapport, l'argent public prend une place de plus en plus grandissante dans l'économie du secteur. Plus personne n'achète les médias, ils sont financés par l'État, par toi, tu ne les lis plus, tu ne les crois plus, plus personne les calcule. Qui c'est qui va mettre 3 euros dans un journal de merde alors que sur Internet, tu as la même merde, hein? Mais on continue à les financer et ils servent juste de support publicitaire, de danseuse, j'ai envie de dire, pour milliardaires. Et ça ne pose aucun problème. Terrible quand même. Ah si, c'est terrible. Ouais. Ouais. Super. Hop. Hors dépenses fiscales, les aides à la presse représentaient avant la mise en place du nouveau dispositif dans le cadre du plan de relance 21,4% du chiffre d'affaires du secteur. S'il n'y a pas ces aides, ces journaux n'existent pas. Moi, la question, c'est pourquoi est-ce que le public doit aider des journaux qui ne jouent plus leur rôle, hein, ça c'est constaté, qui ne sont ni pluralistes, ni même des journaux qui te comment dire ça, bah, qui ont pour fonction de te ramener la réalité et une information plus ou moins neutre. Je dis bien plus ou moins, tu ne peux pas être totalement neutre. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on les finance? Alors qu'aujourd'hui, nous avons sur YouTube et sur tout un tas de sites, nous avons des gens qui font un travail journalistique excellent, bien meilleur qu'eux, et qui mériteraient peut-être eux, et qui eux demanderaient un. Mais c'est peut-être les nouveaux médias aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Alors ok, des fois c'est un peu con sur YouTube, mais il y a aussi, moi il y a eu beaucoup de médias sur YouTube, beaucoup de petites chaînes qui font un super boulot, qui font un boulot de journaliste. Et pas forcément des gens qui dénoncent Babylone, le complot, tout ça. Il y a des gens qui viennent éclairer. AT, le pilote là, franco-canadien, qui te parle d'armement, lui, je veux dire, il vaut 50 Titelman. Et lui, il met pas une once de politique, il en veut pas. C'est un chef d'entreprise, il est là, c'est un pilote, il veut t'expliquer des choses. Donc tu sais déjà qu'il te donne quelque chose. Je veux dire, il y a de la bonne nourriture. Il y a de la nourriture saine pour ton esprit. Pourquoi est-ce qu'on doit financer ces gens? Pourquoi est-ce que je dois financer des gens qui sont dans le secteur privé? Libération, pourquoi je donne de l'argent à Libération qui appartient à je sais plus qui? Rothschild, Drahi, je sais pas, ils sont 4-5. Pourquoi? Journal sectaire.
de gens qui gagnent 3 000 euros, qui vivent en centre-ville et qui nous font croire qu'ils ont fait mai 68 et que c'est des gros gauchistes révolutionnaires, alors qu'il n'y a pas plus conservateur, plus sectaire, plus clanique, plus avec leur pudibonderie, leur morale de gauche, là, qui n'est pas la gauche, hein, ils sont plus la gauche du tout. De toute façon, ils méprisent les ouvriers alors qu'ils sont issus du prolétariat. J'en connais plein, ça s'appelle Grenoble, ça. Ce que je te décris. On va poursuivre un petit peu. Alors, le ministère de la Culture, le Sinistère, ouais, donne les chiffres précis des aides selon les titres budgétaires, cela s'entend, ou selon les journaux plutôt. On connaît pas encore les chiffres 2022 qui seront communiqués d'ici quelques semaines, mais bon, 431 titres ont bénéficié d'aide de l'État. Si l'État doit aider des journaux, autant qu'elle aide de la presse, genre Presse Macramé, Je cultive mes fleurs, Le Joli Jardinier, etc., etc. Tu vois, voilà, au moins c'est des magazines, des choses qui servent, quoi. Tu leur donnes une petite aide, et une petite aide, c'est tu les exonères quelques trucs, ou tu leur permets d'être diffusés gratuitement, hein, qu'ils n'aient pas à payer la poste ou les messageries, je sais pas quoi. Et c'est tout. Pourquoi est-ce que des grands groupes sont financés par notre argent? Alors, tout aide confondu, le titre de presse qui a touché le plus d'argent public, c'est aujourd'hui en France, donc le Parisien, presque 12 millions, hein. Alors, c'est le groupe qui touche 11 897 000 euros. Le Paris, plus 1,623 euros pour le Parisien. Ah non, non, hein, donc il touche... enfin, il y a le groupe et il y a le titre, hein. Aujourd'hui en France, est-ce qu'ils n'ont pas plusieurs titres? 13,5 millions d'euros. Le Figaro qui nous traite d'assister, comment tu peux toucher des... Mais c'est communiste le Figaro de toucher des aides de l'État, c'est très communiste. Et ils sont passés où tes pages saumon? Le Figaro qui traitait tous ceux qui touchaient de l'argent public d'assister, qui estimait que l'État n'avait pas à intervenir et qui touchait... Voilà, le cynisme encore une fois. Je pense pas que... Est-ce que la presse américaine touche des subventions? Non, je crois pas. Il faudrait voir, hein. Mais au moins, le capitalisme aux USA, ils le font pour de vrai. Alors que là, le capitalisme en France, c'est un patron qui prend ton argent, qui se plante avec et qui t'accuse d'assister et qui demande à l'État de venir l'aider. C'est ça. Ah, parce que si tu veux faire le capitaliste, bah, fais-le bien au moins. Fais-le à l'américaine. L'humanité, 5,1 millions, ils doivent gagner que ça, je veux dire. Qui est abonné? Qui achète l'humanité? Ah, peut-être leur employé, il les force. Peut-être. Pour faire le chiffre. Hein. Je rappelle que les titres en France, le titre le plus diffusé à une certaine époque, c'était Ouest France, c'était 600 000 publications par jour. Mais quand on a 100 ou 150 000 qui disparaissent, on ne sait pas où, et que finalement qui ne sont pas distribués, ton chiffre il est bidon. De toute façon, la presse est de moins en moins lue, ça c'est sûr. Sud-Ouest 2,1 millions. Ah, ben Jean-Marie Bellé, il doit être content, hein, l'autre véreux. Le Dauphiné libéré, 1,4 million. Ouais, je connais le Dauphiné libéré. Putain. Ben, c'est comme si tu donnais à Moltona, là, c'est les PQ. C'est comme si tu donnais de l'argent à une boîte de PQ. Voilà. Ou pour le poisson. Vincent Bolloré se défendait tout intérêt idéologique dans le rachat de médias, bien sûr. Le Point, 1 million. L'équipe, 1 million. Ben, l'équipe, je peux comprendre. Enfin, non, je peux pas comprendre. Non, je comprends pas, encore une fois. Charlie Hebdo, 300 000. Ouais, officiellement. Ouais. On sait très bien par qui il est soutenu, par un tas de donateurs. Charlie Hebdo est soutenu par un tas de donateurs anonymes qui sont tous ceux qui, sous Sarkozy et Hollande, ont monté les Français contre les Français, tu vois. Hein, les amis de Valls, ceux qui sont derrière Valls, ceux qui sont derrière Caroline Fourès, ceux qui sont derrière ces gens qui ont passé leur temps à monter les Français les uns contre les autres, à faire des débats, à revenir systématiquement sur toujours les mêmes sujets pour provoquer le biais de confirmation après avoir titillé l'a priori. À la fin, on s'est tous embrouillés, on n'a rien arrangé, c'est ça la réalité. Et eux, par contre, ils ont prospéré. Voilà, Caroline Fourest, elle n'a jamais rien eu. La nana, elle a passé son temps à nous dresser les uns contre les autres, à soutenir quelques malades mentales. Tu te rappelles avec des nanas qui montraient leur nibar en croyant libérer la femme? Des féministes qui dénonçaient la sexualisation de la femme, et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles montraient leur sein. Enfin, leur sein. Hein, c'était quand même honteux de montrer ça, mais bref. L'antépénultième place, Alternative Liberté reçoit de l'État 2000 euros. L'écho de l'un qui reçoit le moins de subsides avec 1100 euros. Alors peut-être que l'écho de 1 est peut-être plus utile aux gens qui habitent Bellegarde que
Marianne, en fait, tu as l'impression que ceux qui ont le plus pignon sur rue, c'est ceux qui touchent le plus. Ceux qui ont le plus de potes dans les gouvernements, c'est ceux qui touchent le plus. Paris Match, mais comment tu peux donner de l'argent à Paris Match? Paris Match, le mec qui te raconte les histoires des gens, tu sais, la concierge. En plus, le pire, c'est que les gens le lisent. Hein, bon, maintenant, on a Psychodélique qui fait du Paris Match. Comment un tel est avec lui, puis lui, il a dit lui sur lui, et l'autre, il a fait ça. Et non, c'est pas de la géopolitique. La géopolitique, c'est ta vie, c'est ton destin. Là, c'est du ragot, c'est du cancan. Je rappelle que tout, poussé à l'extrême, peut être mauvais ou bon. Donc nous, on recherche l'équilibre. Le cancan, c'est pas de l'information. Et l'information, c'est pas de la synthèse. Voilà. Tu es intelligent, je suis intelligent, on est dans la nuance. Voilà, ça, c'est du ragot, ce que fait Paris Match. Ça va espionner des gens qui n'ont rien demandé dans des îles parce que l'autre, il est avec telle meuf et l'autre est marié avec un tel. Et le pire, c'est que ça marche. Pourquoi on leur donne 300 000 euros? Pourquoi on ne donne pas 300 000 euros à l'écho de l'un, par exemple? Charlie Hebdo qui fait le rebelle mais qui touche de l'argent de l'État. C'est très gauchiste. Hein. En général, leurs parents, ils sont dans le secteur public. Et eux, ils se mettront à bosser dans le secteur public après. Mais ils passent leur temps à dénoncer l'État et à faire les rebelles, alors qu'ils vivent au crochet. Hein, c'est le social à Marseille, c'est ça. Ils grattent tous de l'argent, ils sont tous là, mais en fait, c'est devenu un business, le social. Les pseudo-assos qui aident les gens à se loger, à se reloger, à se déloger, ceux qui font... C'est devenu un business. Ils montent des structures pour avoir un salaire et un boulot. Pas pour aider. Je connais des gens qui aident sur Marseille qui, eux, ne sont pas comme ça. C'est de vrais bénévoles ou s'ils prennent de leur temps, qui organisent des soupes, des choses comme ça, qui distribuent de la nourriture et qui, eux, c'est pas pour se faire un salaire, ils le font d'eux-mêmes. Voilà. La charité est devenue un business. Bref, ramener à la diffusion, encore une fois, la diffusion, ça veut rien dire. Je lis l'humanité sur Internet. Est-ce que je suis compté dans la diffusion? Non. J'achète le journal L'Humanité parce que j'achète du poisson au marché. Mais on va être 5 à le lire. Est-ce que ça, comment on compte? Ça n'a, voilà, la diffusion ne veut rien dire. Quand tu as un magazine qui est lu par 50 personnes, qui compte un, et quand tu as un magazine, tu en as fait 100 000, mais 50 000 sont allés à la poubelle, euh, tu te dis que le chiffre de la diffusion qui est donné, du nombre de journaux qui ont été publiés, ne veut rien dire. Les titres détenus par Bernard Arnault, première fortune mondiale, ont reçu 15 millions. Bernard Arnault, le roi du luxe, le roi du capitalisme. Il gratte quand même. Hein. Ah, il va chercher son RSA, lui. Voilà. Alors qu'il n'en a pas besoin. Hein. Ce type est milliardaire, première fortune mondiale. Mais il va quand même te prendre 15 millions d'euros. Et ces titres vont te pourrir ta tête. Si l'on compte par propriétaire, pour ne pas dire milliardaire, ce sont les titres détenus. Tiens, je vais arrêter de vous saouler avec ça. C'est une revue de presse. Je fais comme je veux. Je vais répondre à une demande de quelqu'un sur Patreon. Le gouvernement français. Non. Voilà. On va voir un peu qui. Parce que je ne sais plus qui ils sont. Hein, tellement je ne les calcule pas. Ok. D'accord. Donc c'est eux. Enfin, on va voir les principaux. Putain, elle fait flipper là. Alors, non, non, je veux juste la composition. Voilà. Composition initiale, non. L'évolution, remaniement. Oh putain, vous auriez pu. Actuel. Bon. La technique depuis Sarkozy. La technique pour un président, pas trop fort, pas trop bon, c'est de mettre toujours des gens qui sont incompétents et plus incompétents que lui. En mettant Elisabeth Borne, c'est pas tant l'incompétence, c'est la docilité qui est récompensée. On veut plus d'un Giscard Chirac, on veut plus d'un Mitterrand Rocard. C'est une technique connue. Donc systématiquement, la valeur du gouvernement, elle est descendante. Tu pars du président, il vaut zéro, et les autres, c'est en négatif. Depuis Sarkozy. Bruno, bon, Elisabeth Borne, voilà, donc tu sais que, voilà, j'ai envie de dire, tu reconnais un pays à son Premier ministre. En plus, il prend une femme, mais bon, ça c'est vicieux. Tu prends un larbin, donc tu prends une femme, pour qu'on dise, ah, les femmes, elles peuvent être Premier ministre. Oui, elles peuvent être Premier ministre, elles peuvent être président, elles peuvent être président de la galaxie, il n'y a aucun souci. Le mec, je veux dire, c'est une évidence. Mais elle n'a aucune latitude.
C'est l'inverse de ce que tu vends. Tu nous vends soi-disant un président ouvert qui met une femme Premier ministre. Je veux dire, une femme Premier ministre, ça fait un siècle que ça aurait dû se faire. Hein, bon, bref. Ah oui, quand même, une femme présidente, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu une femme présidente. Puis bon, on voit quand même qu'il y a des blocages quand tu es une femme en politique. Hein. Bref, parce que on se dit moderne, ça fait longtemps que il aurait dû avoir une femme présidente. Le problème, c'est que c'est des femmes qui montent, c'est Ségolène Royal, c'est des grosses potiches aussi. Mais pourquoi on n'a pas des femmes de valeur qui montent? Hein, parce qu'elles sont bridées dans les partis, parce qu'on les empêche, parce que ceci, parce que cela. Il y a un gros machisme en politique en France. J'hésite pas à le dire, hein. Il y a un très très gros machisme. Parce que des femmes compétentes, largement mieux qu'Elisabeth Borne, il y en a. Bref. Bruno Le Maire, bon, vous avez vu que ce mec est une merde intégrale, hein, pour reprendre l'expression de Dupont-Aignan. Ce type est une merde intégrale. Pourquoi c'est une merde intégrale? C'est une merde de suffisance, d'arrogance et d'une incompétence totale. On l'a vu ces dernières années, je ne reviens pas là-dessus. Il voulait faire écrouler l'économie de la Russie, il ne devait pas être au courant. Ce mec est censé être un génie hyper intelligent avec un gros QI. C'est ça un gros QI. Un gros QI plus un gros con, ça donne un gros con, tout court. Voilà, parce que son émotionnel a paralysé son esprit, son arrogance, voilà. Donc le type, on a vu qu'économiquement, ces gars-là, bon, bref. Bruno Le Maire, le merde. Darmanin. Qui l'a imposé Darmanin? Ce mec est une énigme. Je comprends pas. Enfin, c'est une énigme franc-maçonne et super carriériste. Mais ce type, à la base, tu vois sa ganache. Ouais, je me fous de la gueule de la ganache, mais pareil, quand tu me vois, c'est pareil. Tu t'attends pas à ce que je fasse de la géopolitique, tu t'attends à autre chose. Hein, quand tu vois ma ganache, tu vois, je peux le dire pour moi aussi, il n'y a pas de souci. Quand tu vois sa ganache, tu dis quand même que c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, que le type fait politicien de région, tu sais, les mecs qui font les banquets, qui vont voir le match de rugby, ils sont au banquet d'avant, ils sont au banquet d'après, ils sont toujours au banquet. Tu te dis quand même, ministre de l'Intérieur, lui, tu as l'impression qu'il va là où vont ses intérêts, et surtout l'intérêt de ses chaperons. Ce gars était installé, hein. C'est pas sa carrière politique. Hein. Hein, c'est pas ses talents de chargé de mission, hein, en charge de trouver des logements à des anciennes prostituées, qui l'ont fait devenir ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, c'était je crois qu'après président et Premier ministre, tu as ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, c'était les ministères les plus importants. Tu peux en rajouter d'autres comme la défense, comme l'économie, mais les deux là étaient importants. Bon, bah, on a Darmanin. Hein. Catherine Colonna, ok. Elle est ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je pense qu'elle est là, c'est le SMS de Macron, pareil, donc elle dit ce que lui dit Macron. Je sais pas, Affaires étrangères. J'aimerais bien voir son cursus à cette femme. Tiens, on va aller voir son cursus. Diplomate. Ouais, bah, tu comprends pourquoi la diplomatie française s'écroule de partout. Porte-parole de la présidence. Elle est restée porte-parole, je pense. Hein. Elle était sous Chirac. D'accord, elle est arrivée là à la gendarme, en fait. Elle est pas dangereuse. Elle fera pas beaucoup de bruit. Tiens, on va la mettre là. Représentante permanente de la France auprès de l'UNESCO. Ambassadrice. En fait, c'est une nana qui a voyagé, qui a passé son temps à bouffer des cocktails à l'ONU ou ailleurs. Hein, L'UNESCO, c'est à Paris, tu me diras. C'est beaucoup plus proche de chez elle. Et on l'a nommée. Je veux dire, sa formation. Moi, je pense qu'on l'a nommée parce qu'elle était docile, parce que c'était une femme, et pour faire plaisir à la Corse, parce qu'en France, on nomme encore aussi en fonction des ethnies et des départements. On va te nommer un ministre protestant, un ministre alsacien, une secrétaire issue des minorités. Il y a toujours aussi ce côté cocktail ethnique à la Netflix. Donc je pense déjà que ça a aidé pour que les Corses ne se sentent pas désavantagés, même si je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. Elle a une licence, non, sa mère a une licence en anglais. Elle a obtenu un DEA de droit public. Et elle a fait l'IEP. Et ensuite, elle a fait l'ENA. Cette femme est diplomate avec ça. À la sortie de l'ENA, elle choisit la carrière diplomatique. Chargée du droit européen. Bon, faut être honnête, elle a quand même un cursus qui... Bon, ça va, c'est ce que je voulais vérifier. Tu vois, j'étais parti sur un cliché, comme quoi la nana, elle avait fait peinture. Et en fait, non, il s'avère quand même qu'elle a un bagage qui fait que... Bon, elle a aucun réseau. Ouais, maintenant, regarde, c'est simple. Et oui, cette femme a
C'est tout ce qu'il fallait pour être dans le move diplomatique, dans la diplomatie. Et je suis désolé, encore une fois, un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est une personnalité, c'est un passe-quoi, c'est un mec qui a des réseaux, c'est un mec qui tutoie les autres chefs d'État, c'est un mec, tu mets pas, à la limite, tu la mets sous-secrétaire. Macron, il l'a mise ministre, c'est-à-dire que c'est Macron qui dirige. Les ministres de l'Intérieur et les ministres de pas de la Défense, des Affaires étrangères, ces gens-là doivent avoir du réseau. On nommait des personnalités. Et à la limite des personnalités qui faisaient de la diplomatie sans le savoir. Donc elle a un cursus pour être diplomate, mais pas plus. Qu'est-ce qu'elle fait, ministre? Elle sert à rien. Elle va arranger quoi? La diplomatie, c'est ce qui se fait dans les coulisses. C'est je suis pote avec toi, je discute avec toi, allez, on fume le calumet de la paix, allez, s'il te plaît, viens. C'est ce qui se fait. C'est pas ce qui se fait devant. Elle est juste là, elle est porte-parole, je pense. Le garde des Sceaux, le mec qui a plein d'affaires au cul et qui est là parce que je sais pas pourquoi il est là, bah, pareil, ministre de la Justice, divers gauche, idéologue. J'ai jamais compris sa ligne. Bon, le ministre des Armées, le cornu. Tu veux que je poursuive? Le cornu. Voilà. Je suis sûr que tu connaissais même pas son nom. Pareil, Potiche. À une époque, on mettait des gens comme Chevènement, ministre de la Défense. Voilà, c'est. Ministre du Travail, Olivier Dussopt. Le seul travail qu'il a, c'est de parler de son régime protéiné ou te dire qu'il est homosexuel. Ouais, mais mec, t'es ministre du Travail, on en a rien à foutre de ta vie. Voilà, encore une fois, pourquoi tu viens te distinguer, te dire moi je suis pas comme vous parce que j'ai mangé un régime. Mais excuse-moi, t'es ministre de la diète ou t'es. Et puis pourquoi tu viens nous faire ton coming out? Putain, c'est quoi ces gens qui viennent nous. Oh, ayez de la pudeur dans vos vies. Pourquoi vous nous racontez votre vie sexuelle? Genre, on n'en a rien à foutre. Est-ce que tu es apte à être ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion? Je ne pense pas. Qui sont là, ils te racontent. Des gamins de 15 ans qui viennent afficher des postures. Voilà ce qu'on a maintenant. Oui, non, c'est difficile avec mon régime hyperprotéiné. Des fois, je suis. Je m'en branle. C'est quoi un régime hyperprotéiné? Mais tu crois que tu es à la salle de muscu, là? Je fais mon coming out. Lâche-nous. Hein, je voulais tous vous dire que je. On s'en branle. Est-ce que on raconte nos coucheries, nous? Non. Un peu de pudeur, putain. Ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Alors, fils à maman, hein, il les fabrique en élevage, tête à claque. Hein. Franchement, petit, je pense que j'en aurais fait mon 4 heures. Enfin, il m'aurait donné son 4 heures. Ah ouais, bah, j'ai un passé aussi. Désolé, hein. Petit, j'étais un turbulent. Et les gens comme ça, j'aimais bien parce que. Surtout les claques, en fait. Tu sais, tu lui mets une claque. Tu le mets fixe et tu lui mets une claque. Puis tu vois les premières là. Moi, j'étais un gros sadique jeune. Hein. Bon, après. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ça, machin? Bon, déjà, rappelle-toi que c'est une revue de presse humour. Hein, essaye d'avoir du deuxième, troisième, quatrième degré. Hein, j'ai pas envie de lui mettre une claque, mais il a une tête à claque. Deuxièmement, c'est le fils à maman. J'ai travaillé avec des gens comme ça. C'est eux qui ont pris nos places. C'est des gens, ils ont juste à se lever le matin. Ce mec, il est soutenu par le parti, le lobby LGBT. Tous les LGBT le soutiennent, hein, parce que ces gens sont des activistes. Je veux dire, euh, éducation nationale, c'est impressionnant comme ce mec a été pistonné. C'est aussi un poste important où on mettait un mec rompu, hein, aux syndicats de gauche et aux profs qui sont toujours en train de chialer. Gna gna gna, gna. Après, ils te disent qu'ils ont fait ça par vocation. Casse-toi alors, si ça ne te plaît plus le système. Je rappelle que aux profs là, de collège et de lycée, que les enfants que vous avez, c'est le système social, c'est le système, c'est la société que vous prenez qui les crée. Hein. Voilà, si vous les supportez plus, Babylone, c'est vous. Bref. Donc, il ne faut pas venir pleurer et me raconter la vocation, alors que tu n'es pas plus pour la vocation que les mecs qui s'engagent dans l'armée. Ce type est ministre de l'Éducation nationale parce que ce type est hyper postonné. Ce type, c'est un fils à maman. Ce type est un connard fini. Ce type-là ne représente personne. Qu'est-ce qu'il fait là, ce Gabriel Attal? Tout ce qu'il sait faire, voilà. Encore une fois, euh, pourquoi il y a autant de gays dans le gouvernement qui vise une représentativité? Pourquoi il y a autant de gays par rapport, je pense, à la population? Il n'y a pas derrière aussi de l'entrisme, parce que c'est des lobbies derrière qui ont placé leur gens. Le tout, c'est que tous ces gens-là écoutent Macron, parce que Macron représente le grand Babylone. Voilà. Sylvie Rotaillot, non, je vais encore être vulgaire en arabe, on va arrêter. Marc Fesneau, il a un nom de, tu sais, il a un nom d'erreur judiciaire. Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On-
À la base, l'agriculture, c'est pour avoir une souveraineté alimentaire. Donc pourquoi tu rajoutes souveraineté alimentaire dans le titre? Pourquoi pas? Gars, depuis tout à l'heure, on a des ministères à rallonge. Lui, il est ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. C'est comme les, tu sais, c'est comme les pays de l'Est. Ces pays, il y a toujours démocratique dans leur nom alors qu'ils n'étaient pas démocratiques. Là, c'est pareil, quand tu vois souveraineté industrielle, ça veut dire allégeance à Babylone et aux entreprises américaines. Souveraineté numérique, mais c'est dans ta mission de ministre de l'économie. Je suis policier, je suis anti-voleur, je suis protecteur de la veuve, je suis rameneur d'ordre et de sécurité. Voilà mon titre. Ouais, t'es policier, quoi. Pourquoi tu rajoutes le reste? Des trucs à rallonge, comme ça. Il doit bien avoir quelque chose, hein. Il doit bien avoir une signification. Tout ça pour faire croire aux gens qu'ils font des choses. Pourquoi tu le mets dans le titre? C'est ta mission. Mais en général, voilà, quand tu affiches quelque chose, le problème c'est que dès que vous affichez quelque chose, vous faites l'inverse et vous êtes l'inverse. Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Sympa pour l'Outre-mer. L'Outre-mer, c'est pas à l'intérieur. Oui, on sait que géographiquement, c'est à des milliers de kilomètres, mais c'est la France. Donc c'est l'intérieur. Merci pour la distinction. Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ouais, ben l'Europe commence à mettre de plus en plus étrangères et c'est plus mes affaires d'être en Europe. J'ai envie de te dire. Non, mais pareil. Ministre des Affaires étrangères. Ministre de la diplomatie. Garde des Sceaux et ministre de la Justice. Donc c'est lui qui a tous les sceaux, toutes les signatures. Hein. C'est pas les sceaux pour aller à la plage, quoique avec lui on sait jamais. Lui c'est Graiator, le mec qui te parle, t'as peur qu'il te bouffe. Non sérieux, il est arrivé, il faisait 120 kilos, il repartira, il fera 200 kilos. Mais... Là, il fait flipper le mec. C'est petit gros, on dirait un marcassin. Dis un peu quand même. Lui par contre ministre des armées. Lui on a dit cocu, le cocu, ta gueule, vas-y. Ministre des armées. Est-ce qu'il a été militaire une fois dans sa vie? Tiens, on va aller faire ça. On va aller vérifier. Hein, c'est UMP avec la classe. Ouais. Putain, UMP. Sorte de socialo de droite, en fait, en vrai. Ok, nous mais en fait, lui, il le nomme là où il y a de la place, quoi. Biographie. Son père est technicien à l'usine Safran. Ok, c'est là où ils font les moteurs. C'est l'ancienne Snecma, si je dis pas de conneries. Sa mère est femme au foyer. Tiens, comme la mère de Catherine Colonna, il est proche de son grand-père gaulliste et ancien résistant. Ça, c'est pour dire, ouais, c'est un vrai patriote, ouais, bien sûr. Il se passionne pour l'armée. Ah, il se passionne pour l'armée et la politique et veut d'abord devenir militaire. C'était un rêve d'enfance, c'est ça. Tu voulais faire joujou avec des gros avions, des gros navires, des gros canons. Ah, tu voulais tripoter, hein. Ah, t'es pote avec Atal ou pas, non? Je sais pas, dis-nous tout. Il effectue ses licences de droit, master de droit public non terminé. À aucun moment, tu vois, il a un rapport avec l'armée, le mec. Cofondateur d'une société. Gendarme de réserve. Ah, c'est peut-être la seule chose qui l'a approché un peu de l'armée. Bon, bah, après, ça te donne pas une légitimité non plus pour être ministre de la Défense, où on veut quelqu'un qui a du réseau, quelqu'un qui sait parler aux militaires, voire même quelqu'un qui a été un ancien militaire. Ça, je comprends pas, quoi. Un mec qui peut apprécier un petit peu techniquement, tu vois, il a encore l'œil, quoi. C'est l'ancien garagiste qui est devenu chef des garagistes. Moi, c'est ce que je ferais. Il est gendarme de réserve avec le grade de lieutenant. Oui, oui, on a dû lui donner. De toute façon, tu démarres sergent déjà. Tu démarres maréchal des logis. Je crois, hein, non, je dis peut-être des conneries. Il y a peut-être des premières classes chez les gendarmes. Je sais pas. Moi, on m'avait dit gendarme, hein, tu démarres directement maréchal des logis. Il est le chef de peloton d'Alexandre Benalla. Ah ouais, ah mais c'est une armée, c'est l'armée à Bourbaki en fait, c'est une armée de Zouker. Non, parce que si Alexandre Benalla il est colonel, moi je suis général, les gars. Si, si. On leur donne des titres, c'est comme la loucheuse là. Marion Maréchal, machin chouette là. Elle avait le grade de colonel ou je sais pas quoi, ou de lieutenant, mais on leur a donné des gratons, je veux dire, c'est. Non, parce que lieutenant, c'est pas n'importe quoi dans l'armée. Hein. C'est un cadre, ça commence à être cadre, un bon cadre. Hein. Hein. Capitaine, c'est cadre supérieur. Tu gères des gens, tu gères du matos, tu gères du million, tu gères de la vie. Hein. Benalla, militaire. Hein. Voilà. Donc on est en train de voir petit à petit que ce mec-là, il a été militaire Playmobil. Hein, on lui a donné des titres. Hein. Je peux m'acheter les mêmes grades. Hein. Je descends au Puce à Marseille, là, vers les arts navaux. Je te promets, je te ramène un uniforme de légionnaire, je te ramène 2 cartes de police et je rigole à peine. Et je rigole à peine. Bon, je le ferai pas parce que
Faut pas cautionner ça, mais et des insignes, hein. Tiens, d'ailleurs, je crois que chez moi, j'ai des insignes des sous-mariniers qui sont sur les sous-marins nucléaires d'attaque. Est-ce que j'en ai fait partie? Non. Toi, c'est un peu pareil, tu as des titres, mais tu rien à voir avec. Qu'est-ce que tu fais, ministre de la Défense? Ça montre bien que ce type-là, encore une fois, que ce soit à la justice, mais surtout aux affaires étrangères et à la défense et à l'intérieur, c'est Macron. Et à l'éducation nationale aussi. Voilà, alors, on va poursuivre les titres à rallonge. Alors lui, c'est quoi? C'est L'Oréal? Mais sérieux, tu travailles pour Jacques Desange? Matt le brochine qui... Et puis il est rouquin en plus. En plus, t'es rouquin. Ah non, ça va pas ça. Ah, je rigole, je vous aime les rouquins. Plus les rouquines que les rouquins d'ailleurs. Mais Marc Fesneau, avec sa tête d'écrivain, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Ah oui, ben oui, c'est leur objectif, c'est... Hein, rappelle-toi, quand ils disent un truc, ils font l'inverse. Hein, tu n'en as plus de souveraineté. Ben non, parle pas de souveraineté alimentaire alors que vous êtes dans l'Union Européenne. J'ai envie d'aller voir sa vie à lui aussi. Marc Fesneau, homme politique français. Attends, ministre de quoi déjà lui à la base? De l'agriculture. Ouais, c'est vrai qu'en plus il fait vachement agriculteur. Quoi que ça se trouve, il l'est. Hein. Ça se trouve, c'est un mec de la FNSEA, ça dit. Lycée Molière, chambre d'agriculture, bon, il a quand même un petit bagage. Politique développement local, Marc Fesneau, diplômé de Sciences Po, ouais, il faisait de l'agriculture à Sciences Po, quoi. Euh, bon, non, mais apparemment, il a quand même un cursus qui. Ça va, hein, essayons d'être honnête, il a quand même un cursus qu'on peut comprendre. Hein. Donc, Marc Fesneau, tu vas freiner. Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, bon, on ne poursuit pas. Hein, attends, il y a Gabriel Attal et Sylvie Retaille. Bon, allez, j'arrête. C'est comme si j'avais rien dit. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Là, pourquoi c'est quoi? On est dans le cadre de la théorie de Wegener, la tectonique des plaques. Les territoires, ils vont s'éloigner les uns des autres. Comment ça marche, la cohésion des territoires? Les mecs, ils ont détruit le rural. Ils ont fait fuir les gens. Le rural est désert. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des jeunes qui n'ont pas de taf dans les villages. Ils ont une mobilette. Ils n'ont pas d'avenir. Ils ont juste la télé et Internet. Hein. Des jeunes qui en aura le cul. Il y a des gens qui n'ont même pas de quoi s'acheter un manteau. Il y a des villages où ils ont des vendeurs ambulants. Tu le rates à 10h, tu le rates à 14h, c'est fini pour toi. Il n'y a pas de bus. Il y a des cliniques à 100 km. Il y a une énorme pauvreté et un malaise dans la ruralité française. Et toi, tu viens me parler de cohésion des territoires, alors vous avez fait tout l'inverse. Vous avez tué ces gens qui vous détestent maintenant et qui meurent lentement. Et eux, on n'en parle pas parce qu'ils ne font pas d'émeutes. Et ils méritent quand même un petit peu parce que c'est eux qui font à bouffer. Puis de toute façon, ils méritent tout court, quoi. Ils méritent beaucoup plus que Gabriel Parasite. Ministre de la Transition énergétique. Alors, j'avais vu une conférence texte d'elle. On dirait une prof de gestion pour Terminal G3, cette femme, qui te fait un discours de marketeur des années 80. Ah oui, mais je viens aussi de ça. Moi, j'ai un bac G3 et puis tout ce qui était marketing et autres, on connaît. C'est pour ça que tous les mecs là qui viennent te parler, les Nassim Ramen, tous ces gens-là, mais leur discours, on le connaît. Ils ne font que pomper leurs prédécesseurs des années 80 pour te fourguer de la merde. Elle t'a fait un discours comme ça dans l'industrie, on se serre les couilles. Elle était ridicule. Même elle, je crois qu'après, elle a trouvé son discours ridicule. Voilà, donc elle est nommée marrant en fait. Parce elle était, faut pas que je me loupe là. Ah merde. Non, j'étais bien là. Non, j'étais pas bien. Attends, on va revenir, j'ai perdu le fil. J'ai dû appuyer là où il fallait pas. Elle a fait plusieurs ministères, je comprends pas. Elle a fait plusieurs ministères. Attends, on va revenir en bas. Elle est passée de l'un à l'autre. Maintenant, elle fait plus l'industrie, elle fait la transition énergétique. Tu vois, ils prennent des gens qui sont interchangeables. Ministre de la culture. Attends, on va rigoler. Si, si, je suis au... Oh là là. Enfin, Dieu. On dirait... Comment elle s'appelle cette actrice là? Qui était avec le Splendide, là. Elle était grande là. Ah, je sais plus comment elle s'appelle. On dirait elle, on dirait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent dans ma tête. Avec sa tête rigolote. Ses lunettes, avec sa tête de prof. Ouais, elle doit pas être rigolote. Allez. Donc elle s'appelle Rima Abdul Malak. Cursus. Allez. Ouais. Elle est née à Beyrouth. C'est pas la sœur à Salamé?
La grande famille des milliardaires Salamé qui ont dépouillé le Liban. Si, si, on peut le dire, ça. Hein, bourgeois hyper arrogant qui te regarde de haut. Hein, parce qu'il y a une connexion entre une certaine bourgeoisie libanaise et une certaine bourgeoisie française. Elle était conseillère à la culture et à la communication du président Macron. Elle est nommée ministre de la Culture. Je suis apprenti, demain je suis le chef du garage. Bon. Moi je pense que c'est un... Non, c'est encore un pion. C'est encore un pion qui a su montrer qu'elle était suffisamment docile et suffisamment inoffensive pour obtenir ce qu'elle a. Et puis c'est peut-être un retour, un coup de pouce à quelqu'un. Non mais c'est... Voilà, parce que tu mets Jacques Lang à la culture. Bon, c'est un tocard, mais au moins il vient du théâtre. Elle, elle vient d'où elle? Elle a été directrice des programmes de Clowns sans frontières. Ouais, tout est dit, voilà. Responsable du pôle musique. Je veux dire, mais écoute, toi tu m'écoutes, je peux te mettre ministre de la culture à sa place. Sachant que ces gens-là, en fait, ils travaillent peu. Hein. Enfin, ils travaillent peu. Ils font de la présence. Ils serrent des mains, ils disent des trucs et ils signent et ils sont responsables s'il y a une connerie. Voilà, c'est tout ce qu'on leur demande. En dessous, tu as des conseillers qui travaillent pour eux. Voilà. Ils ont juste à être disponibles et à dire au président, on a impulsé des politiques. Voilà. En fait, c'est le type qui va mettre en œuvre ce que veut le président et qui demande à son ministère. Je ne pense pas que la culture française va rayonner avec cette personne. Ministre de la Santé et de la Prévention, bah, là, elle n'a pas mis sa photo au cas où elle serait recherchée par la suite hein, pour des raisons covidesques. Aurélien Rousseau, ah c'est Aurélien, pardon. Quoique, on peut dire il, elle, maintenant, on peut tout dire, si j'ai envie de l'appeler elle. Ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger. Bah, Aurore, elle a tellement pompé. Ouais, si, si, elle a tellement pompé. Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi obséquieux qu'elle a fini par obtenir son truc. Mais c'est impressionnant. Cette femme n'a pas de face, quoi. Hein, ils l'ont mis là parce que je pense qu'elle doit même. Je pense qu'elle doit faire des trucs sexuellement avec ces gens. Non, non, je le dis comme ça, tu vois, avec pudeur. Hein. Elle passe sous les bureaux. Elle est prête à tout. Elle a obtenu son ministère. Stanislas Guérini, de la famille des Guérini, hein, les Guérini, hein, les deux plus connus, c'est ceux qui ont tenu Marseille pendant une trentaine d'années avant de tomber fin des années 60, début des années 70. On peut aussi citer, hein, parce que c'est la même famille, j'ai le droit, Alexandre Guérini qui vient de prendre 6 ans de prison lié au grand banditisme. On peut citer les Guérini qui sont à Marseille, qui sont donc liés au grand banditisme marseillais, le grand banditisme invisible, et qui eux, certes, ne volent pas de l'électroménager à 1h du matin à Centre-Bourse, mais eux pillent beaucoup comme tous ces gens, en fait, voilà, parce que c'est Conseil général et la mairie et le club de l'OM et les villes dans le sud, le grand banditisme a son mot à dire et il place ses gens, il place ses femmes, il place ses gosses, il place ses cousins qui sont partout. Et voilà, c'est ça la réalité. Hein, quand on parle de bandits, lui, il appartient à une famille de bandits. C'est des types qui a racketté tout Marseille. Hein, moi, j'ai pas envie de les applaudir, ces types. Et je m'en fous de ces types. Il ne faut pas peur. Ces types-là, c'est l'inverse de ma morale. Bon ben voilà, il est homme politique français. C'est voilà, c'est les mecs qui sont dans toutes les arnaques. Alors tu vas dire ouais, mais un mec qui deal du shit dans son quartier, il t'emmerde pas. Un mec qui pompe toutes les subventions européennes, les subventions françaises et qui met ses potes à ta place et qui met partout dans tous les domaines et que toi tu peux pas bosser parce qu'ils mettent ça c'est plus gênant. Un mec qui empêche le développement d'une ville qui est très riche où il y a beaucoup de misère. C'est ça Marseille, une ville riche où il y a beaucoup de misère. On a l'impression dans le sud de la France d'être en Amérique du Sud avec des gens qui se sont accaparés tout le truc, des familles. Il fait partie de cette famille. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, ils ont fini comme ils devaient en plus. Allez, je pense que je t'en ai fait assez aujourd'hui. Je vais aller voir un petit peu sur OBS. Ah, on a 2 heures, voilà. 2 heures, revue de presse. Alors, mon pote, ma pote, c'est une revue de presse vite fait, au pied levé, ce lundi. Je vais la mettre sur Ozymandias. Il y a de l'humour, voilà aussi. Il y a de l'humour, il y a du deuxième degré, il y a de la dérision, mais il y a aussi du sérieux. J'ai essayé quand même d'être sérieux. Et donc voilà, on va finir comme ça. Donc de temps en temps, voilà, encore une fois, ça permet aussi de mettre sur la chaîne des choses, hein, sur cette chaîne. Et puis on continuera à faire ces lives. Ozymandias Patreon, le premier se fait en live sur Ozymandias et ensuite on repatrie sur Patreon. Voilà, pour les Patreons, il y a encore des vidéos qui arrivent, autant on emporte les glands. Donc
Et là, je vais voir aujourd'hui, mais surtout demain, pour aller faire la procession Notre-Dame et vous faire des vidéos, et puis des vidéos annoncées. Le cycle de Milankovic et l'armée marocaine, ça arrive hein, petit à petit, vous inquiétez pas. A plus dans le bus, la bise à toutes et à tous.